Ok, salut à toutes et à tous, bienvenue dans le Spectrum, l'espion dans la maison, épisode 6, les personnages féminins forts. Le Spectrum, la reine du podcast. Raconte pas ta vie, raconte-nous des films. Ok, donc dans ce nouvel épisode, on va revisiter une liste de 8 héroïnes fortes, badass, et on va se poser quelques questions de circonstances, à savoir dans quelle mesure la représentation de ces héroïnes au cinéma a pu contribuer à faire évoluer l'image ou la condition de la femme dans la société, mais aussi comment certains scénaristes, réalisateurs, réalisatrices ont su dépasser certains clichés et autres stéréotypes à travers des modèles féminins inspirants. Et pour cela, je suis accompagné de 3 invités EES. Et vu qu'il n'y a plus aucun respect et que tout a changé, on va commencer par la plus jeune, étudiante en communication, une cinéphile aguerrie. Comment tu vas, Mathilde ? Ça va bien. Ça fait très très plaisir. Trop content d'avoir parmi nous Mécolo, journaliste, chroniqueuse, le couteau suisse du game, elle est dans trop de bails. Franchement, ça fait c'est un énorme plaisir de t'avoir parmi nous. Comment ça va, Mécolo ? Merci pour l'invitation déjà et merci pour ces éloges. Moi, je serais peut-être la moins aguerrie sur le cinéma là parce que c'est pas tant ma spécialité que ça, mais on va pouvoir parler de 2-3 trucs quand même. C'est bien de la gérer modeste, c'est bien de la jouer modeste pour ensuite arriver et montrer qu'on a quand même de quoi faire. On a 2-3 skills quand même. Attention parce qu'elle en a des skills. Éléonore, merci à toi, podcasteuse, chroniqueuse, t'es spécialiste à la base sur, on va dire plutôt du film de genre, t'écris aussi beaucoup d'articles. C'est ça, exactement. Tu animes aussi un podcast. C'est ça, La Bobine Hurlante. Voilà, merci d'avoir accepté l'invitation, comment vas-tu ? Très bien, merci, et merci pour l'invitation, et vraiment ravie d'être à côté de 2 personnes qui ont l'air fascinantes. Et on va commencer sur le premier extrait donc, de notre liste. Je m'appelle Buck. Ça rime avec fuck. Tu t'appelles Buck. C'est ça. Ça rime avec fuck. C'est bien ça. Attendez, Donc voilà, on va parler de la saga Kill Bill, donc réalisée par Quentin Tarantino. Il est aussi le scénariste, d'ailleurs. Donc il existe 2 volumes, volume 1, volume 2. À l'origine, c'était un seul et même film qui devait durer environ 4 heures. Je vois qu'Éléonore à la caisse, elle est incollable. Donc c'est une histoire de vengeance, donc d'une tueuse à gages, interprétée par Uma Thurman, donc dans le rôle de Béatrice Kiddo, a.k.a. Black Mamba. Quels sont vos souvenirs, vos impressions de ce premier film ? Je me souviens qu'à l'époque, j'avais surkiffé. J'avais été voir le volume 1 au cinéma, avec ma sœur et mon beau-frère à l'époque, donc un truc bien familial en plus. Non, moi j'avais kiffé. De toute façon, les films de Tarantino, globalement, c'est vrai que c'est quand même assez légendaire, et c'est des films qui sont, même dans le milieu dans lequel moi j'évolue, c'est des films qui sont importants en fait. Typiquement, là, vu qu'on est sur Kill Bill, il y a un rappeur qui s'appelle Zuku Maizy, qui fait partie du 667, donc l'entourage de Freeze Corleone, tout ça, qui a nommé un son Sophie Fatale. Avant, il met un petit extrait, justement, Béatrice Kiddo qui parle. Donc c'est assez marrant de voir l'impact que ce film peut avoir, en fait, dans la culture populaire, l'impact que les films de Tarantino, et en plus, il est très malin, parce qu'il bosse souvent avec Reza sur les BO. Exactement. Et Reza, c'est le beatmaker du légendaire collectif le Wu-Tang. Et pas que sur ce film. Oui, pour Django, il a fait. Globalement, il bosse quand même avec Tarantino et tout, parce que Reza, de base, c'est quand même un fan de films de kung-fu. Il intégrait beaucoup ça dans leur musique. Microcosme, bien sûr. Leur microcosme. Et d'ailleurs, Wu-Tang, ça vient de là. Il y a leur album qui s'appelait 36 Chambers. Donc voilà, là, je referme la parenthèse. Mais pour revenir à Kill Bill, c'est... Et surtout à Béatrice Kiddo. Elle est hyper marquante. En plus, il a su bien la marketer, je trouve. Enfin, je sais pas si on peut dire marketer dans le cinéma, mais en tout cas, il a su bien mettre son personnage en valeur, déjà en l'habillant en Bruce Lee, ce qui est quand même hyper culture populaire. C'est dans cette fameuse tenue jaune avec le jeu de la mort, et ces fameuses Asics Tiger. Ouais, je voulais les ramener, en plus je les avais. Donc moi c'est un personnage féminin qui m'a quand même bien mis une tarte dans la gueule, parce qu'en vrai il lui arrive que des merdes en fait. Concrètement il lui arrive un truc hyper choquant en fait. Tu te rends compte que en plus elle subit un viol. J'avoue que j'aime bien les personnages de Tarantino et tout, mais sur ces personnages féminins, il faut toujours qu'il imprime une sorte de violence
comme si pour que une femme puisse se découvrir forte, il fallait d'abord qu'elle subisse de la violence. Mais après, c'est un film vraiment que j'aime beaucoup, le personnage, je l'aime beaucoup, et en fait, elle lutte en permanence. Bon, elle lutte avec des hommes, mais elle lutte aussi beaucoup avec des femmes. Il y a beaucoup de personnages féminins finalement dans Kill Bill, mais c'est vrai qu'il faut toujours que les gens subissent de la violence. Tu peux prendre le parallèle avec Django, où là, donc Django, lui, c'est plutôt une minorité ethnique à l'époque de l'esclavage. Il faut qu'il subisse encore de la violence. Enfin, c'est hyper. Il y a un truc qu'il a pas réglé quand même, je pense, avec cette histoire de violence. Il y a un truc qu'il a pas réglé. Je pense qu'en tant que femme, on est forcément obligé d'être touchée, dans le sens où, comme le disait Mekolo, elle a été violée, elle a quand même un enfant qu'on lui a enlevé. On est obligé d'être touché par ça, mais d'ailleurs même en tant qu'homme, pas forcément en tant que femme aussi. En tant qu'être humain. En tant qu'être humain, tout simplement. Ouais, c'est un personnage qui amène de l'empathie, c'est ce que tu veux Oui, dire. exactement. Elle amène de l'empathie, mais par contre, moi, j'ai trouvé aussi ce côté sarcastique du film, où des fois, je me retrouve quand même à rire de certaines scènes, hein, vraiment, quand elle combat notamment... Orange. Oui, et avant les 80, je sais plus quoi là. Oui. C'est ça. Il y a quand même des scènes que je trouve humoristiques, et puis il y a vraiment un flux de sang incroyable. Elle est vraiment très très violente, et vraiment elle est animée par la rage en fait, et je pense que c'est ce qui lui donne ce côté badass que moi j'apprécie beaucoup, en tout cas quand un personnage féminin est mis au premier plan. Je trouve son objectif impactant. Après, je suis un peu plus déçue de la fin du film. J'aurais aimé qu'elle se comporte différemment en fait. Je la trouve vraiment animée par la rage. Je pense que c'est vraiment un personnage important, et j'ai trouvé ça bien qu'elle affronte en majorité d'autres femmes aussi. Quand elle se rend au Japon et qu'elle va voir du coup Hattori Hanzo. Hattori Hanzo, le fabricant de sabres, il lui dit non, hein, et puis elle persévère. Même on le voit quand Bill l'emmène voir son entraîneur et tout, elle persévère tout le temps. Et c'est vraiment, je pense, ce qui fait sa force, et ce qui fait aussi qu'on s'identifie à elle, parce qu'on voit qu'elle n'abandonne jamais, même quand elle se retrouve dans la tombe. Enfin vraiment, bon là j'évoque beaucoup de scènes du film, mais vraiment je pense que c'est quelqu'un, elle est vraiment marquée par la persévérance, la rage, et elle a vraiment ce goût de la vengeance qui, comme tu le disais, anime aussi les films de Tarantino. Elle a quand même pas mal de côtés obscurs qu'on n'associe pas normalement à ce qu'on appelle les héros, et pourtant elle ressort positivement et non négativement. À la fin du film, on se dit ah ouais, quand même c'est quelqu'un, alors qu'elle fait quand même des choses horribles. Notamment, elle tue quand même donc son ennemi devant les yeux de sa fille, et c'est quand même des choses qu'on n'associe pas normalement aux héros. Mais je pense ça c'est très tarantinien de faire des anti-héros des héros. Je pense, tarantinien, je sais même pas si ça existe, on a inventé un mot, on le laisse à l'Académie française. Après, je sais pas si c'est parce que justement il leur fait traverser tellement de luttes. Finalement, elle, tu lui pardonnes de vriller, de tuer peut-être devant sa fille, parce que tu dis il a essayé de la tuer, il lui est arrivé des trucs dans le coma, elle a été enterrée vivante, elle a tué 80 mecs, il lui arrive tellement d'aventures que tu te dis en vrai un humain classique, un humain donc hors film bien sûr, donc un humain normal, il lui arrive ça, en fait, je sais même pas si nous on survit à ça, tu vois. Je pense qu'une balle dans la tête, on survit pas forcément. Elle, oui. Donc déjà, à partir de ce moment-là, on se dit qu'elle a quand même une force au-delà physique, mais mentale vraiment impressionnante. Moi, je vais peut-être être un petit peu moins dithyrambique, on va dire. C'est un film que j'ai découvert ado, comme tout un tas de gens de mon âge, et qui a un petit peu commencé à m'aider à créer ma cinéphilie, comme beaucoup de monde, parce que Tarantino, c'est un gros cinéphile, et il cite énormément de films, et du coup, c'est un petit peu le passage obligatoire, parce que c'est facile à regarder, c'est cool, il sait faire des scènes qui fonctionnent, qui sont rapides, il a une utilisation de la musique et de la bande-son qui est juste phénoménale, et du coup, j'avais adoré quand j'étais ado. Là, je l'ai re-regardé pour le podcast. Bravo, c'est bien. Oui. Bon élève. Et oui, en sachant que d'ailleurs, avec tous les problèmes MeToo et l'affaire Weinstein qui s'est passée, j'ai de toute façon de base un regard sur Tarantino très biaisé. Et là, quand je l'ai regardé, j'étais juste... déjà, je ne pouvais pas ne pas penser à ce que Uma Thurman a révélé il y a très peu de temps, je crois il y a 1 ou 2 ans. Mm-hmm. On peut pas passer outre. Et deuxièmement, lors des tournages avec Tarantino, elle a été violentée de manière très sévère. Elle a subi un accident de voiture n'aurait jamais dû conduire cette voiture. Et ça change un petit peu la vision du film. Effectivement, c'est un personnage féminin qui n'existe pas, entre guillemets. C'est une super femme. Elle n'est pas tangible. Elle a très peu de nuances. C'est la vengeance, et c'est un petit peu dommage parce que du coup, il y a que ça. Ces pulsions ne viennent que par rapport à un homme.
Elle n'existe que parce qu'elle veut se venger de Bill. Donc c'est toujours un petit peu compliqué à regarder pour moi ce genre de film. Et plus on regarde de films, plus on se rend compte que finalement Tarantino, il a quand même beaucoup pompé. Autant regarder le film sur lequel il s'est le plus inspiré, à savoir Lady Snowblood, qui est tellement plus jolie et avec un personnage bien mieux écrit, je trouve, en plus. Et en t'écoutant parler, je me dis, est-ce que c'est pas justement le personnage de Béatrice Kiddo, c'est pas aussi un peu symptomatique de leur société hyper, c'est très où il y a pas de nuance justement. C'est en train de changer et qu'il y a quand même de plus en plus par exemple, c'est quelque chose alors qu'on n'accepte pas du tout en France, mais il y a des métiers qui s'appellent consultants en diversité, où en fait, grosso modo, sur un film... on est incapable de le comprendre. Ah ouais, en France, c'est très compliqué. Hein. On a des problèmes à régler. C'est assez compliqué. Et de plus en plus, sur ce genre de film, il va y avoir des consultants en diversité pour mieux écrire les personnages, de pas non plus être trop cliché sur la manière de présenter les femmes, les noirs, etc. Quoi. Pour en revenir en fait à ce que tu disais par rapport au personnage, je pense que c'est vraiment propre à l'univers, comme disait Mekolo, de Tarantino. Ce côté personnage très stéréotypé, surhumaine et tout ça. Et après, ça reste du cinéma popcorn et ça reste peut-être pour certaines personnes un exutoire. Et moi, personnellement, ce personnage, il m'a pas touché plus que ça. Peut-être quand j'étais plus jeune, je regardais, il y avait ce côté badass, mais en fait, l'univers... Après, moi, c'est pas que le personnage, c'est aussi tout l'univers qu'il y a derrière. Beaucoup un fourre-tout visuel. Il y a des scènes en noir et blanc. Des fois, après, tu as des scènes où c'est carrément du manga. Ces effusions de sang, je les trouve très stylisées dans les films de Wu Jianpian. Donc, c'est les films de KPDP chinois, de la Golden Harvest. Autant, je trouve que là, il y a un côté épique et je trouve que c'est assumé. Là, j'ai l'impression, un peu comme tu disais, c'est qu'il pompe plein d'idées. Il fait un shaker de plein de... Enfin voilà, il y a même des vidéos qui circulent où tu vois vraiment qu'il récupère des plans de plein de réals, pas parler des 7 mercenaires, enfin bref, de Kurosawa, mais vraiment, il y a vraiment beaucoup de choses. Et, il fait son truc, il rajoute sa patte avec ses dialogues et ses personnages vraiment très badass et voilà. Et il balance ça avec une petite zik, il rajoute du rap ou une autre musique. Exact. Et il se fait son truc et après Tarantino c'est un génie. Mais moi personnellement je partage pas cet avis là et je suis à part Reservoir Dogs et Django aussi quand même sur certains points, mais parce que Django c'est particulier. Ouais, voilà, ça arrive à un moment très particulier. Voilà, exactement. Ce film il me touche et puis aussi il y a les interprétations des deux. Bon, on va pas rentrer après trop dans trop de films parce qu'après on va trop se perdre. Il y a quand même Jamie Foxx. Voilà. Il y a des gens où tu t'accroches tout de suite, homme ou femme, et t'en as d'autres un peu moins. Et je dis pas qu'elle joue mal. Mais ce côté, comment je pourrais dire ? Elle est très froide, quoi. Oui, mais je pense que c'est le côté stéroïde. Je sais pas comment vous expliquer en fait. C'est pas tant que. C'est vraiment trop en fait. Elle a l'impression qu'elle a aucun point faible. Oui, voilà, c'est ça. Mais c'est ça aussi. Je pense que personne ne peut fondamentalement s'attacher à elle en termes d'humanité, mais en fait, on peut plus s'attacher à elle à travers cette espèce de parcours difficile qu'elle vit en fait, ce vécu, parce que alors là on est dans l'extrême violence, mais en fait déjà la plus simple agression c'est déjà une extrême violence en fait, et le fait est c'est que je pense que en tout cas moi je vais parler pour moi, c'est plus à ça que je me suis attachée, son vécu, et dire vas-y, moi potentiellement, s'il m'arrivait la même chose, je pourrais pas avoir son niveau et tout. Il aurait fallu que je commence le sabre, machin, enfin, le katana bien avant. J'ai pas toutes ces skills-là. Mais en tout cas, son parcours, je pense que le début de son parcours, après toute cette histoire de vengeance, s'identifier à elle en soi, je comprends que ce soit hyper difficile, en fait. C'est joli. Ça vous embêterait que je m'entraîne encore 1 heure? Non, t'as qu'à bien tirer sur la porte quand tu partiras. Merci. $1 Million Baby, réalisé par Clint Eastwood, sorti aussi en 2003. Maggie Fitzgerald, personnage féminin qui a une détermination à toute épreuve. Encore, pour devenir championne de boxe. Pour moi, très très intéressant par rapport au film précédent, Kill Bill, c'est que là, sur beaucoup de points, en fait, on est sur le style de Clint Eastwood, donc on est sur une plus grande caractérisation sur les personnages, en tout cas sur la relation Maggie et son coach, qui au départ, en fait, est une relation coach-élève, et ensuite, ça devient carrément une relation père-fille. Et moi, j'ai trouvé que c'était assez touchant de cette jeune femme qui est issue d'un milieu social défavorisé, qui a des rêves plein les yeux,
et qui va essayer de toucher son rêve à travers ce coach qui lui aussi en fait a des problèmes avec sa propre fille. Donc du coup c'est pour ça que c'est 2 personnes solitaires qui vont se retrouver. Et moi j'ai trouvé que c'était une belle alchimie, qu'il y avait beaucoup de tendresse et de bienveillance. Et c'est l'histoire aussi de 2 êtres humains qui se retrouvent. Ah, Clint Eastwood et le pathos. Clint Eastwood et le c'est pathos. C'est une très belle histoire, mais en fait, quand on commence le film, on ne se dit pas que c'est Maggie Fitzgerald, le personnage principal, fort. On a l'impression que c'est plus le coach, vraiment. Et du coup, c'est un peu dommage, je trouve qu'on ne ressort pas assez. Et en plus, malheureusement, elle a une préférence à rude épreuve, il n'y a pas à discuter là-dessus, mais elle passe quand même la moitié du film à l'hôpital. Ce qui, je trouve, l'affaiblit, entre guillemets. Mais après, ça lui donne du coup ce côté beaucoup plus sensible au film aussi, donc c'est du coup paradoxal, mais je trouve ça du coup un petit peu dommage qu'on soit autant dans la tête du coach et moins dans la sienne. Après, ça reste quand même le personnage principal. Enfin, oui. Sur l'affiche, c'est l'élément déclencheur. Si elle n'est pas là, il n'y a pas le film. En fait. Oui, mais... Oui, non, bien sûr, mais on est quand même dans la tête de Clint Eastwood et pas dans celle de Maggie. D'accord, moi je le vois pas du tout comme ça en fait. Si, la voix off, parle beaucoup plus de ce qui s'est passé parce qu'il dans narre la en vie. fait la. Oui. D'accord, ouais. Alors la voix off, c'est pas Clint Eastwood, c'est Morgan Freeman. Morgan Freeman, merci. C'est le poteau quand même de Clint Eastwood et du coup, il connaît plus la vie de Clint Eastwood et il parle de sa relation avec sa fille, il parle de ce qu'il a fait avant, de son côté loser, de machin, tout ça. Alors que finalement, Maggie Fitzgerald, quand elle arrive, Hilary Swank, elle passe la première partie du film à dire je veux boxer. La deuxième partie à boxer et la troisième partie sur un lit d'hôpital, quoi. Et finalement, ça s'arrête un petit peu à là. Bon, après, je suis pas forcément le meilleur public. J'ai un petit peu de mal avec Clint Eastwood. C'est pas trop mon style de film, même si, je comprends que c'est un très bon film, mais je lui reproche pas grand-chose en tant que tel. Juste, c'est une mise en scène un petit peu trop classique pour moi. Je l'avais pas perçu comme ça, et du coup, c'est marrant parce que ça me donne un nouveau cadre de lecture, et en y réfléchissant, c'est vrai, en réécoutant les trucs, moi, je trouve qu'il y a le syndrome Rocky. Alors, je sais pas pourquoi, mais ça me fait vraiment, il y a cette espèce de truc. Je pense qu'il y a les héros qu'on aime bien, et il y a les perdants magnifiques. Et ce côté où elle se retrouve alitée, voilà, et je pense que il avait eu un Oscar, il me semble, $1 Million Baby, non? Alors, ou elle avait eu un Oscar. Elle a eu un Oscar. Bah ouais, mais c'est le côté perdant magnifique, ouais. Clint Eastwood a eu un Oscar aussi pour la réalisation. Théoriquement, on s'attend pas à ce qu'elle perde, et le fait qu'elle perde, ça la rend encore plus emblématique. Quand on te met un héros et un perdant magnifique, à qui tu t'attaches le plus? Parce que tu sais qu'elle donne tout, et il lui arrive une galère, quelque chose de très très dur, paraplégique exactement. Si tu prolonges un peu ça, toujours les petits scénarios qu'on peut se faire après les films dans nos têtes, tu te dis que potentiellement, elle pourra transformer ce truc. Dans Intouchable, il continue malgré tout de faire du... Mais lui, il est riche. Ah oui, ça c'est vrai. Il est riche. Il a un autre pouvoir, le pouvoir de l'argent. C'est le même pouvoir que Batman, le même. Donc ça, du coup, tu peux faire plus de trucs. Ce qui m'avait touché, c'est ce côté perdant magnifique, en fait, que si elle avait gagné le combat, sûrement que le film, on n'en aurait rien eu à foutre. En fait, on se serait dit, en gros, gars, tu nous fais Rocky, mais avec une meuf. Donc nous, on a déjà vu, on préfère les versions de Stallone. Enfin voilà, selon les goûts de chacun. Mais le fait qu'il lui arrive ça, qu'elle devienne paraplégique, tout de suite, ça rappelle, et ça, je pense que c'est quelque chose d'assez universel, la fragilité de l'humain. Tout peut s'arrêter à n'importe quel moment, même dans la vraie vie, en fait. Mais bien sûr. Quelquefois, on n'y pense pas, et c'est là où le film nous prend à la gorge, c'est qu'on s'attend plutôt à une réussite, à, comme tu dis, à un côté championne du monde, un destin, entre guillemets, à la Rocky, et au final, tout est arrêté brutalement, et c'est ce qui choque, à mon avis, le spectateur lors de le premier visionnage du film, c'est que tu t'y attends pas du tout, et ça part sur complètement autre chose. J'affectionne beaucoup le style de Clint Eastwood et j'ai trouvé que le film était tout en subtilité et tout le contraire un peu de Tarantino sur Kill Bill, quoi. Oui, mais c'est 2 mecs qui parlent pas le même cinéma en plus. Exactement. Et puis en plus, j'aime bien les moments d'humour avec le boxeur un peu gringalet, les trucs, la relation avec Morgan Freeman, des trucs un peu de darons qui s'embrouillent, qui sont des vieux potes. Enfin, ouais, alors moi je trouve que le rôle de Morgan Freeman, il est un peu cliché. Je sais pas, après ça c'est un autre rôle, mais on pourra faire une autre émission, le rôle des Afro-Américains dans le cinéma. Je pense la même chose que toi. C'est un rôle hyper cliché, il y a toujours ce mec, cet entraîneur meilleur de boxe, ami, le meilleur ami noir. Tu veux dire c'est un faire-valoir, c'est ça? Oui, exactement. Moi je parlais de la relation entre eux après. Oui, mais c'est complètement un faire-valoir pour l'entraîneur parce que finalement c'est lui qui narre sa vie. C'est pas Morgan Freeman qui raconte son histoire à lui, il raconte l'histoire d'un personnage en fait. C'est quoi, lui, sa vie à Morgan Freeman? Qui est ce narrateur? En fait, on n'en sait rien. Pour le grand
acteur que c'est, j'ai trouvé que c'était pas forcément un rôle à sa mesure. J'aurais même préféré m'intéresser plus à l'histoire de Morgan Freeman, ce qu'il a vécu, comment il fait pour en arriver là, et de sa relation avec le petit autiste qui essaye de boxer, que je trouvais assez jolie. Et j'étais limite frustrée qu'il n'y ait pas plus et qu'on s'intéresse autant du coup à une histoire qui était beaucoup plus conventionnelle. Et Pour revenir à ce que tu disais sur le côté perdant magnifique, je suis d'accord, mais moi vraiment dans ce film j'aurais aimé qu'elle gagne son combat en fait, vraiment. Au-delà du fait qu'on est touché par son échec, parce que du coup on est tous humains et qu'on subit plein d'échecs au quotidien, j'aurais vraiment préféré qu'elle gagne et qu'elle ait ce côté Rocky comme tu disais. Enfin moi j'aurais, étant donné qu'elle a tellement persévéré et elle s'est tellement donnée au cours du film, et en plus elle a tellement insisté pour que Clint Eastwood devienne son coach, que vraiment moi j'aurais aimé l'avoir gagnée. J'aurais trouvé que ça aurait été une fin, bon c'est sûr bien plus différente, mais j'aurais vraiment aimé l'avoir gagnée moi. On est accusé de meurtre. Ouais, ils en sont même à nous demander si on veut en sortir mort ou vif. La vache. T'as que ça comme bonne nouvelle? On passe à Thelma et Louise, réalisé par Ridley Scott en 1991. Donc on va parler surtout, enfin après, comme vous voulez, on peut parler de Thelma aussi, mais moi je voulais, moi, je voulais mettre en avant un peu plus Louise, donc Suzanne Sarandon, on dit ouais, Sarandon. Sarandon, ouais, je pense que ça veut dire Sarandon, je pense. Hein. C'est un road trip entre copines qui finit en cavale infernale. Donc, qui est scénarisé par Callie Khouri, donc une jeune femme. Donc, c'était le premier scénario porté à l'écran. C'est un film qui est considéré comme le porte-drapeau du féminisme des années 90. À l'époque des vidéoclubs, j'ai jamais voulu vraiment le voir. En fait, c'était un film qui m'intéressait pas. Et je pense que j'étais aussi beaucoup pris par les clichés, un petit peu les stéréotypes de ça va être un film gonflant, hyper féministe, hyper ce truc, et ça me saoulait. On me regarde avec des gros yeux. Doucement, tranquille. Hein. Non, mais je vais pas mentir sur ce qui s'est passé. Hein. C'est très intéressant que tu dises ça comme ça. Voilà. Et donc, j'ai pas regardé ce film pendant longtemps, qui était pourtant dans tous les vidéoclubs. Mais voilà, il m'intéressait pas. Pourtant, j'aurais pu par rapport à Ridley Scott en me disant, ouais, non, c'est Ridley, forcément, peut-être. Et je l'ai vu très tardivement. Et franchement, j'ai vraiment beaucoup aimé ce film. Et magnifique. Je trouve que la mise en scène, elle est superbe. La musique, elle est... Ah, c'est marrant. Moi, elle est ouf. Dans l'extrait, là, en réécoutant la musique, j'aime pas du tout. Ouais, mais... peut-être c'est mon filtre, mais... Ouais, bah après, j'ai peut-être pas choisi aussi la bonne partition. C'est un peu tout le temps comme ça, ouais. Non, moi, je trouve qu'elle va trop bien avec le film, le côté un petit peu pseudo-western à la fin. Vraiment dans un road trip, en fait. Je trouve que c'est vraiment une musique qui t'amène à l'évasion, dans les deux sens du terme, du coup. Et j'ai trouvé les personnes... Ouais, j'ai des petits jeux de mots comme ça. J'avais soupiré, c'est pas cool. Merci, Léonore, ça fait plaisir. Voilà, j'ai trouvé les personnages très attachants, au contraire détestables. Et j'ai trouvé qu'il y avait un côté subversif, transgressif, qui est de Thelma, donc aussi, qui est interprété par Geena Davis. Je trouve que le film, il est magistralement interprété. Je trouve qu'il y a une belle dualité. Il y a un beau contraste entre ces deux personnages, entre celle qui est réfléchie et l'autre qui est forte et l'autre qui est plutôt naïve et fragile. Et après, on va voir que ça va un peu twister. Ouais. C'est ça qui est fort aussi. Une fin tragique et bouleversante. Pour moi, c'est un énorme gâchis. Ah oui, je suis d'accord. Ouais. En fait, toi, tu veux que les films se terminent bien à chaque fois. Non, pas toujours, mais... Je trouvais que c'était plus un geste de désespoir que libérateur. Après, c'est ma lecture à moi. Oui, bien sûr. Je trouve génial cette fin. Le film, il devait être initialement mis en évidence avec Michelle Pfeiffer dans le rôle de Louise et Judy Foster dans le rôle de Thelma. Ah ouais, ça aurait été bien aussi. On choisit un peu sur qui on va plus porter ce regard, mais je trouve ça un peu dommage, presque on se penche sur Louise, qui du coup est encore une fois la plus dure des deux, la plus froide, même si à la fin, comme on l'a dit, ça s'inverse un peu, parce que Thelma a plus l'histoire de la majorité des femmes de cette époque-là, c'est-à-dire vraiment dans son mariage, elle est femme au foyer, puis elle est pas très bien traitée, et puis ça se passe pas très bien, et puis elle a vraiment une vie pourrie, alors que Louise est beaucoup plus indépendante, elle fait vraiment plus ce qu'elle veut, et comme on le dit, c'est vraiment elle qui est force de proposition au quotidien et qui fait un peu, qui est un petit peu folle et qui se prend pas la tête. Et je trouve mais moi, c'est ce que je trouve attirant chez une femme. C'est ce côté charisme, c'est ce côté prise d'initiative, c'est ce côté en fait. Mais je trouve ça très bien. Je l'adore aussi. Hein. Non, bien sûr. Je trouve que... En plus, elle a aussi un côté, je trouve que Thelma... Elle est très 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 nuancée aussi. Après, Thelma,
Bah, tu vois, par exemple, sur ce que tu disais, physiquement, Thelma, Geena Davis, elle est beaucoup plus jolie. Elle est plus jeune et je pense qu'en plus au début elle joue plus aussi sur la beauté classique féminine avec sa robe longue, son petit top à froufrou, alors que Suzanne Sarandon qui est magnifique, on peut pas dire qu'elle est pas belle. Suzanne Sarandon c'est je sais pas. Mais ce que j'ai trouvé dommage, c'est que on sait, elle subit quand même un viol, un viol. Ouais. Et je trouve ça quand même vachement dommage parce que je trouve le film est passé très vite dessus, c'est-à-dire qu'elle a pas presque de séquelles psychologiques en fait. On passe très vite dessus et j'ai trouvé ça presque dommage parce que pour moi c'est le moment, un des moments forts du film. Et j'ai trouvé ça quand même vachement dommage qu'on soit plus porté sur Louise, qui a ce côté du coup, je suis là, je suis forte. Alors que Thelma subit quand même ce côté, en plus d'avoir une vie pourrie, il se passe ci et on s'intéresse plus tant que ça à elle pendant un bon moment, j'ai envie de dire. Et plus à ce qui se passe avec Louise et son qui n'est pas son mari, mais l'espèce de bonhomme qu'elle a. C'est pas évident sa relation aussi avec Michael Madsen. Tu dis que finalement, elle est ça. Déjà, pour en revenir à ce que tu dis, j'entends très bien. Après, je suis pas forcément d'accord. Pourquoi ? Parce que Louise, elle a aussi un traumatisme. Bien sûr. Mais qu'on donc c'est pas le personnage fort qui rien ne lui arrive, au contraire, il lui est arrivé justement quelque chose de grave et ils en parlent aussi en forme un petit peu de non-dit et de tabou parce qu'elle a aussi des failles, elle a aussi des faiblesses, elle a aussi vécu des choses difficiles. Sa relation avec Michael Madsen, elle est pas si sereine que ça. Oui, quoi. bien sûr. C'est aussi compliqué, quoi. Enfin, moi, de Thelma et Louise, déjà, le plus gros souvenir, je crois que c'est Brad Pitt et un jean 500. Franchement, faut le dire, quoi. Vraiment, c'était vraiment... moi, pas trop, j'ai pas su, quand même. Mais du coup, elles ont aussi ce côté, encore une fois, je pense, des perdantes magnifiques. Pour en arriver là, voilà, elles sont dans des relations qui sont pas saines, il leur arrive des galères. Enfin, il faut encore qu'elles aient subi de la violence pour pouvoir se sublimer. À l'époque où je l'ai vue avec le regard que j'avais, bien sûr que tu te dis, ouais, c'est des nanas hyper badass, nanani. Enfin, il y a ce côté, c'est Ridley Scott qui réalise, et Ridley Scott, c'était les gros blockbusters et tout machin. Et je pense que en plus, ce genre de cinéaste avec une vision, c'est sûr que s'il y a une de ses héroïnes, il lui arrive une galère, donc le viol, ça passera quasi inaperçu. Je pense. Mais parce que, et aussi, c'est un film qui date des années 90, et pour nous, ça nous paraît aberrant aujourd'hui. Mais en fait, si on se replonge il y a 30 ans, déjà, les femmes, elles parlaient pas. Déjà, donc c'est très, elles sont finalement assez symptomatiques de cette époque, en fait, vraiment, et encore une fois, américaine, très américaine. Parce qu'on n'a pas du tout la même manière de se mettre en scène que les Américains l'ont. Elles ont vraiment ce côté, moi je trouve qu'elles ont ce côté vraiment perdante magnifique, parce qu'à la fin, on sait qu'elles vont mourir. Enfin, voilà, même si... elles sont perdantes d'un jeu auquel elles ne voulaient pas jouer à la base, c'est ça qui est assez fou. Oui, c'est clair que voilà, c'est que t'es embrigadée dans un truc bon gré, mal gré, et c'est ce qui arrive aussi à beaucoup de femmes, en fait, c'est que souvent t'es embrigadée dans des trucs, alors que non, tu vois, tu peux être embrigadée dans un mauvais mariage, tu peux être embrigadée dans des relations toxiques, enfin, tu vois, il y a vraiment ce truc de... Entraînée dans quelque chose qu'à la base tu n'as pas choisi, c'est ça que tu n'as pas choisi, ouais, vraiment. Parce que comme disait Éléonore, mais en tout cas, moi, c'est des personnages, moi, qui m'ont marqué à l'époque, mais encore une fois, moi, j'ai vachement de mal à m'identifier. C'est des personnages qui me ressemblent pas. Déjà physiquement, tu vois. Et tu te dis, imagine une version afro-américaine de Thelma et Louise. Et je pense qu'on se rigolerait plus, déjà. non, mais vraiment, parce que ils ont... C'est-à-dire, on rigolerait plus. Je pense que, tu vois, c'est marrant quand tu regardes, tu sais, dans les films afro-américains en général, tu sais, ils ont toujours un espèce d'humour caustique, tu vois, les personnages féminins, elles te charrient à balles, c'est tout le temps, tu vois, il y a un espèce d'humour où en fait, t'es tout le temps dans l'ordre de la joute verbale un petit peu, tu vois. Et de d'ailleurs, la punchline. Ouais, de la punch, tu vois. Je m'identifie quand même moins. Moi, je trouve qu'il y a une scène qui est assez marrante avec le flic et tout là. Ouais. Après, c'est ta sensibilité, il y a pas de souci. Mais plus, tu vois, à l'époque des séries, moi, par exemple, je regardais beaucoup de séries, tu vois, afro-américaines. J'aimais bien, moi, tu vois, Le Prince de Bel-Air. T'avais des séries un peu plus humoristiques, les séries un peu Canal J, Cousin Skitter, machin, mais ça, c'était beaucoup plus léger. Concrètement, Le Prince de Bel-Air, c'est pas réel, tu vois, genre, on n'a jamais vu il y a des grands avocats, mais tu les connais pas, tu vois. Tu sais que les mecs, en général, ces gars-là, ils vont pas vivre à Bel-Air, tout ça. Mais il y avait un côté quand même qui était vachement ancré dans la réalité, même si, tu vois, dans une réalité que moi, je pouvais comprendre. Et c'est vrai que là, en tant que femme, je comprends la réalité de Thelma et Louise, la violence, le machin, le truc. Si c'était des personnages, par exemple, afro-américaines, il y aurait peut-être
plusieurs dimensions en plus qui se rajouteraient et que je percuterais peut-être un peu mieux en fait. Après, je sais pas, Thelma et Louise, film à punchline, je sais pas si j'apprécierais autant moi personnellement. Ce serait un peu étonnant parce qu'il y a quand même une dimension tragique derrière assez forte. Mais tu peux avoir des punchlines et que ce soit tragique. Hein. Genre, tu regardes Queen and Slim, c'est 2 personnages afro-américains. Il y a aussi des punchs et ça finit très très mal. Ouais, bah oui, eux ils sont dans un road movie aussi pareil. C'est pour ça que je fais un parallèle. Thelma et Louise, enfin Clara Jetée, vous en avez déjà bien parlé. Tous les 3 ? Mais oui. Moi aussi. Tous les 3. Mais oui, absolument. Ah, cool. Et par contre, je trouve ça dommage de désolidariser les 2 personnages. Je pense que les 2 fonctionnent ensemble et qu'elles ont des trajectoires qui sont clairement parallèles. Complémentaires aussi. Et complémentaires. Les 2 sont coincés au début de leur vie, donc on a déjà beaucoup parlé de Louise, coincée en tant que femme au foyer, etc. Mais Thelma aussi, enfin, elle est... D'ailleurs, c'est marrant, moi j'aime bien analyser les vêtements des personnages. Thelma qui a cette féminité hyper classique, mais Louise, quand on la voit partir, elle a son petit chemisier jusqu'en haut, ses cheveux laqués, sa petite veste trop serrée, machin, et tu sens qu'elle est coincée dans sa vie aussi, hein, elle est pas non plus... totalement libérée. Et ne serait-ce que dans son métier. Oui, c'est ça, elle est serveuse, enfin, dans le genre métier de merde, surtout que c'est pas les serveuses aux 35 heures comme on a nous ici. Elles travaillent 70 heures semaine avec des shifts qui n'en finissent pas et bon, payées d'un peu, enfin, mal payées quoi. Une misère, exactement. Mais ce que je trouve génial, c'est comment petit à petit les cheveux se défont, comment la laque part totalement et comment au final elle se retrouve à être habillée pareil avec un t-shirt, un jean et je trouve ça juste totalement fou. Et le chapeau de cow-boy aussi. Un peu. Et le chapeau de cow-boy, hyper important. Bah, exactement, ce qu'on disait au début quand on en parlait, c'est un film western avec la musique qui fait western et elle se retrouve totalement au-dessus des lois alors qu'à la base elles avaient même pas envie d'avoir ce statut-là, elles voulaient juste vivre leur vie. Et ce que je trouve génial dans ce film, enfin génial et en même temps que je regrette un petit peu, c'est qu'à la base, elles sont censées partir en week-end entre copines toutes les 2, donc être entre filles et pas forcément parler de mecs et ne pas avoir de mecs autour d'eux. Et il n'y a que des mecs tout le long du film pour les emmerder, finalement. Ouais. Alors qu'elles ont rien demandé. Et du coup, le film se retrouve... Alors, on a ces 2 personnages féminins qui, finalement, se retrouvent à parler pratiquement que de mecs parce qu'il y a que ça... Enfin, les mecs les emmerdent, grosso modo, alors qu'à la base, elles devaient juste s'éclater entre copines, quoi. Ah, mais il fallait pas prendre Brad Pitt dans Autostop aussi. En même temps que... Louise était pas trop d'accord. Mais ça se voyait. Louise, elle était pas d'accord. Mais bizarrement... En fait, j'avais aussi entendu que beaucoup de gens... en tout cas de l'époque, trouvait que les personnages masculins étaient très très clichés, que c'était vraiment un film femme contre homme. Moi, c'est des critiques que j'ai trouvées. Hein. Et moi, je suis pas du tout d'accord parce que je trouve qu'il y a des rôles masculins qui sont super bien écrits et qui sont très nuancés. Je pense à Harvey Keitel, c'est ça? Harvey Keitel. Mais lui, il est génial en fait au niveau de l'enquêteur. Même à la fin, il essaie de les rattraper. Enfin, tu sens qu'il est toujours à comprendre. Il est jamais dans la... Tu vois, dans la haine gratuite. Michael Madsen, moi j'aime bien aussi. Je trouve que lui aussi, il est très subtil. Mais lui, il joue. Enfin, c'est. Tu vois ce que je veux dire? Mais c'est écrit à la base. Ouais. Eux, ils s'interprètent, mais il faut bien qu'ils aient la consistance. Ils ramènent leur charisme. Ils ont des gueules aussi. Tu vois, Michael Madsen, il a une gueule. Harvey Keitel, il a une gueule. Oui, mais tu vois, après le mec de Thelma, lui, par contre, ouais. Mais c'est des mecs qui existent. Oui, bien sûr. Donc, moi, je trouve pas que ce soit cliché. Après, le mec, le camionneur, c'est aussi des mecs qui existent. Mais c'est ça, en fait. Le harceleur, là. Mais je pense qu'il y en a plein qui se rendent pas compte. D'où viennent ces critiques? Je pense que ce serait intéressant de voir est-ce que ce sont des critiques qui viennent des femmes ou c'est des critiques qui viennent des hommes. De se projeter dans un film sans déjà être le héros, c'est compliqué. D'autant plus, les hommes ne se rendent pas toujours compte de ce que peuvent vivre au quotidien les femmes. Apprendre à lire, à marcher, à parler, à sourire, à se battre même. Apprendre à tout faire. Pourquoi faire? Pour servir l'État. Si je veux pas rendre service? Allez, 8, numéro 30. Nikita, réalisé par Luc Besson en 1990 et qui met en scène une nouvelle héroïne interprétée par Anne Parillaud. Vous avez découvert ce film pour la sélection ou est-ce que vous le connaissiez déjà un peu c'est un classique de Luc Besson, Nikita, c'est un classique de ouf. Classique. Enfin, c'est même un classique potentiellement, un classique cinématographique. C'est Luc Besson quand même. Moi, je suis plus fan du 5e élément. C'est mon côté blockbuster, je pense. Donc, condamnée à travailler pour les services secrets afin d'expier son crime initial, puisqu'à la base, elle est avec un groupe de junkies dans une pharmacie. Donc là, on est sur le thème de la rédemption. C'est une comédienne qui a reçu un César de la meilleure actrice pour ce rôle de Nikita. Je trouve que moi, son jeu, il est très, très, très viscéral. Je trouve qu'il prend vraiment aux tripes.
Le fait qu'elle joue différentes facettes du personnage donc, de Nikita, donc, qui est tour à tour paumée, et un peu plus rayonnante après quand elle est au niveau du grand restaurant, là, du buffet et tout. Je trouve qu'elle est très jolie. Et avant, quand elle est en mode un peu junkie, elle fait très peur. Ses expressions, ses mimiques de visage, elle est très fantasque, elle est drôle par moments, elle est très active, elle est énergique. C'est un classique et pour moi, c'était impossible de ne pas mettre ce film dans la liste. Qu'est-ce que t'en as pensé, Mathilde? Est-ce que tu le connaissais déjà? Effectivement, c'est un classique. Et du coup, là, j'ai vraiment pris le temps de le regarder. Donc, c'est un film que j'ai découvert. J'ai beaucoup aimé. Après, j'ai été aussi un peu subjuguée par... au début, on la déteste. Enfin, on la déteste. On se dit, mais elle est complètement malade. Et qu'est-ce qui lui prend? En plus, elle est là, elle crie. Quand elle se fait condamner alors que elle a quand même tué des personnes. Donc, elle devrait plutôt revenir, entre guillemets, à la raison et se dire, oui, j'ai quand même tué des personnes. Et plus on avance dans le film, plus on s'attache au personnage. Et on comprend, en fait, que déjà, elle subit des choses pas faciles au niveau de l'entraînement des services secrets. Et au final, on s'attache et on voit qu'elle a cette fragilité qui apparaît au fur et à mesure qu'on avance dans le film. Et on devient beaucoup plus sensible à ce qu'elle est. Et on a aussi envie, comme elle, que ça se termine, qu'il la laisse tranquille, qu'elle puisse vivre sa vie tranquille avec son mari. Et moi, c'est un film que j'ai découvert et que j'ai beaucoup apprécié. C'est un classique du cinéma français, je pense. Même bon, Luc Besson, c'est assez international, finalement. Premier film français à dépasser les 5 millions de dollars. Hein. Et c'est mérité. 5 millions de dollars de recettes. C'est quand même un film aussi qui est assez emblématique, surtout des années 90, parce que moi, je suis une gamine des années 90, forcément. En plus, c'est marrant parce que c'est des films qui passaient à la télé, mais à l'époque, on n'avait pas le droit, tu vois, il fallait que tu sois couché à 8h30. Donc, c'est des trucs, tu sais qu'à un moment donné, tu sais, c'est excitant, tu sais que, bon, vas-y, il faut qu'à un moment, tu le regardes, tu vois. Donc, il y a vraiment cette attente de la transgression, déjà. Et encore une fois, c'est un personnage féminin fort qui recèle des fissures, des faiblesses, avec lequel on peut avoir plusieurs niveaux de lecture. Et là, c'est là où on sent le cinéma européen, en vrai. Donc, elle taffe pour les services secrets, ça reste quand même du tueur à gages officiel. Et donc, tu peux la mettre en parallèle, par exemple, avec Béatrice Kiddo, qui, elle, est assez unidimensionnelle, quand on l'a dit précédemment. Et elle est beaucoup plus protéiforme, je dirais. Elle a beaucoup plus de facettes qui peuvent être intéressantes. Mais encore une fois, c'est encore une femme qui a pas eu une vie facile. C'est encore une fois la violence pour se transcender. On est quand même assez dans des schémas qui globalement restent les mêmes, mais par contre, elle a beaucoup plus d'épaisseur. Elle a un truc beaucoup plus intéressant. Et comme tu disais, quelque part, un truc d'assez lumineux. Et même dans ces périodes peut-être les plus sombres, c'est quand même... de l'ombre qui brille, je sais pas comment dire. Il y a quand même quelque chose, je pense que c'est parce qu'elle a plusieurs dimensions et on peut en fait s'y attacher à plusieurs endroits en fait. Selon nos personnalités, on pourra plus ou moins la percevoir, l'aimer, la détester, aimer, la détester aussi, enfin être dans la compréhension ou dans le jugement. Il y a plusieurs épaisseurs, plusieurs cadres de lecture. Même si ce qui lui arrive dans la vie, c'est voilà, je pense que déjà tu tues des gens, tu vas en prison, les services secrets vont pas venir te trouver et te proposer de ta rédemption. Ça, je pense que ça n'existe pas. Mais du coup, même là-dedans, dans ce truc un peu fantasmé et tout, je trouve que c'est peut-être elle, dans les personnages, qui me fait le plus me dire que ce sera des sentiments normaux, que ça pourrait être une nana que tu peux croiser dans la rue. Il y a un rapport à la réalité, quoi. Oui, il y a un rapport à la réalité et je pense que le cinéma français ou européen en général se raconte beaucoup moins d'histoires sur lui-même que le cinéma américain. James Baldwin qui a une phrase très intéressante là-dessus. L'Amérique est un enfant qui refuse de grandir. Mais non, Nikita classique, il faut le voir, quoi. Franchement, c'est à voir. Je vais tellement casser le mood. Après, normal, hein. Vraiment, j'ai détesté ce film. Alors, j'avais regardé il y a très longtemps, j'en avais plus aucun souvenir, donc je l'ai re-regardé. Le fait de revoir ce film de Luc Besson, forcément, ça va biaiser mon jugement. Et je trouve ça important parce que c'est lui qui a écrit le personnage, c'est lui qui a scénarisé le truc, d'un petit peu du coup, ça aide quand même à comprendre comment il écrit ses personnages. Et on peut pas dire que les personnages féminins de Luc Besson sont forcément très bien écrits. Alors je suis désolée parce que du coup je suis vraiment pas d'accord. Je trouve que c'est Kill Bill mais en pire. Quand tu parles des services secrets, à quel moment les services secrets ils vont prendre une junkie comme ça dans la rue? Mais c'est ça que je dis que ça n'existe pas. Pour la force. Ah oui, alors je préfère encore Tarantino qui lui du coup fait exprès de faire un film qui est totalement dans le cool et dans le pas vrai, où du coup tu sais que c'est pas vrai, que Luc Besson qui du coup essaye de vaguement le faire
faire passer pour une certaine réalité, alors que ça n'a aucune réalité. C'est pour ça que moi, du coup, le 5e élément, je l'aime aussi beaucoup, parce que du coup, ça n'a aucune réalité. Moi, c'est mon préféré. Et je trouve le personnage de, comment elle s'appelle Lilo. Lilo hyper attachante, parce que du coup, elle est aussi hyper fantasmée et très particulière, alors que là, Nikita, mais c'est insupportable. Elle n'est qu'une chose, elle passe de main à main pour devenir une création qui n'est pas sa création à elle. Elle est réellement que le miroir des autres, en fait, finalement, et je trouve ça juste. Après, elle se libère à la fin, parce qu'elle part et tout, à la fin du film. À la toute fin, quoi, merci. On a supporté je sais pas combien de temps pour finalement. Oui, mais ça fait partie du deal, parce que comme disait, oui, elle est mais condamnée non, à la base. mais du coup, c'est juste une manière de finir le film, c'est pas le film. C'est en plus l'idée que pour tuer, il faut suivre la mascarade de la féminité. Donc t'as Jeanne Moreau qui lui apprend à être une femme, donc à mettre du rouge à lèvres. Ce film, je l'ai trouvé assez insupportable à regarder. Je sais pas, mais c'est peut-être pour passer inaperçu, parce que comme on disait tout à l'heure, elle va dans des buffets de riches et trucs comme ça. Il faut qu'elle soit un peu, tu vois, qu'elle passe un minimum inaperçue dans ce monde-là. Parce que si elle arrive avec sa coupe de cheveux, ses trucs et ses attitudes, elle va peut-être se faire cramer. Donc moi, je pense que ça fait partie de sa couverture. Après, moi, c'est ma lecture, hein, c'est pas comme ça que ça fonctionne. En plus, les services secrets, ils font exprès de prendre des gens qui passent inaperçus. Oui, il suffit de regarder le bureau des légendes pour le voir un petit peu et qui est pas déconnant. Je parle dans le cadre du film, moi je parle pas de la vraisemblance de l'histoire. Oui, mais là t'expliquais de dire pour passer inaperçu, elle a besoin de se maquiller, sauf que du coup non, ça n'arriverait pas comme ça. Parce que là, dans ce contexte particulier de soirée mondaine en fait. Voilà, c'est ça. Ok. Dans ce contexte, parce que là au départ, tu vois bien qu'elle est dans une animalité. Elle parle même pas d'ailleurs. Forcément, elle est pas du tout présentable dans le cadre de son activité, j'allais dire de sa profession, mais de son activité. Qui n'est d'ailleurs pas sa profession qu'on lui impose au début. Enfin bref, c'est marrant d'avoir ton point de vue dessus. Je trouve ça hyper intéressant et tu vois, ça donne encore un autre cadre de lecture, tu vois. Donc en fait, finalement, ça, c'est une autre clé de compréhension, sur le film. Et c'est vrai que par rapport à ça, c'est vrai que quand on a des producteurs ou des réalisateurs qui sont impliqués dans des histoires de viol, de harcèlement sexuel, on regarde quand même pas leurs personnages féminins de la même façon. Je peux me permettre juste cette parenthèse, on est loin d'un débat. Moi, séparer l'homme de l'artiste, là, ceux qui disent ça, moi, je les envoie se faire concrètement, pardonne mon langage, mais clairement, quand on agresse, il n'y a pas ton corps de réalisateur, ton corps d'artiste et ton corps d'homme, tu vois, qui se séparent et l'autre qui va agresser et l'autre qui reste. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est nous approprier les œuvres. Et ça, je pense que c'est toujours le truc le plus important. Aujourd'hui, pour avoir peut-être des personnages féminins un peu plus sains, peut-être d'assortir aussi des visions féminines. That's the idea. The rest of your boyfriend is still around. And I hope you two live a long time. And then maybe you get to feel what I feel. Death is too easy for you, bitch. I want you to suffer. Foxy Brown réalisé par Jack Hill en 1974 et donc interprété par Pam Grier. Donc Foxy Brown veut venger son petit ami qui est initialement agent du gouvernement, tué par un groupe mafieux dirigé par une femme. Et donc c'est clairement l'égérie de la Black Exploitation des années 70, donc une super héroïne noire dans lequel beaucoup de femmes noires pouvaient enfin s'identifier, parce qu'avant elles étaient plutôt, les rôles étaient plutôt cantonnés à des domestiques. Voilà, autant n'importe le vent, typiquement. Hein. Voilà, donc c'est un peu une révolution, c'est un peu une game changeuse. Donc là, c'est souvent avec elle des histoires de vengeance. Idem dans le film Coffy, qui reprend un peu la même trame. Alors là, elle est infirmière et sa sœur qui est droguée, donc elle décide de prendre des armes contre les dealers. Elle a même joué dans un peplum. Je sais pas si vous le saviez, c'est un truc de ouf. Ouais. Pam Grier, c'est tellement quelqu'un, en fait, c'est une légende. Ouais, voilà, c'est ça, exactement. Et elle a été repérée par le producteur Corman, alors qu'à la base, elle était secrétaire. Elle est repérée avec son afro, elle n'est pas passée inaperçue. Et du coup, c'est aussi une marque de fabrique un peu de son style, même si c'était quand même déjà très à la mode à l'époque. Oui. Et voilà, donc Mathilde, Foxy Brown, 1974. Là, du coup, personne n'était né. Est-ce que tes parents étaient nés? Personne n'était né. Est-ce que tes parents étaient nés déjà? Oui, ouais, ma mère était née. Ok. Mon père aussi, peut-être, je sais pas. Mais si. C'est un film que j'ai apprécié, beaucoup de violence, une histoire vraiment concernant les cartels, tout ça, c'est vraiment quelque chose que je trouve intéressant. En revanche, j'ai trouvé que le personnage était vraiment, on met trop en évidence, je trouve, sa nudité, et j'ai trouvé ça vraiment dommage en fait
qu'on fasse ressortir ce côté-là sur elle, alors que c'est clairement quelqu'un de très fort. Je me permets de t'interrompre, mais c'est parce que là-dessus, je pense qu'il faut que tu regardes il y a un documentaire hyper intéressant sur la vision sur les corps noirs. Et donc on renvoie beaucoup souvent, mais ça c'est un héritage de l'esclavage. Tu vois, la femme noire a cette condition de corps, cette condition d'animalité, de sexualité qui sont hyper sexualisées. Enfin, non seulement, tu vois, elle met l'accent sur fortement le sexisme que peut être machin, mais en plus, tu vois, il y a ce rapport au corps qui est et puis il y a son rapport à sa couleur de peau aussi, quand elle va dans le ranch et qu'elle se fait violer et tout ça. Enfin, je veux dire, on a vraiment trop mis l'accent sur sa nudité et moi, ça m'a un peu ça m'a un peu bloqué dans le film. J'ai trouvé que ça n'avait pas vraiment de plus-value. Il y a des scènes vraiment inutiles où il n'y a pas besoin qu'elle soit forcément qu'on aperçoive des parties de son corps, où c'est le cas, par exemple, quand je fais référence au ranch, quand elle est attachée et qu'elle récupère la lame de rasoir avec sa langue, on voit un bout de son sein. Je vois pas pourquoi. Enfin, ça n'a aucune utilité. Ça n'a pas d'utilité. Dans le film, je trouve, c'est trop hypersexualisé. Trop sexualisé. Ce qui est l'hypersexualisation des femmes noires, vraiment, c'est un vrai. Ouais. De toute façon, on le voit dans la plupart des films d'esclavage. Elles sont violées. À chaque fois, toutes se rapportent à leur forme, à leur corps. Et là, ça traite pas forcément de l'esclavage. Et pourtant, on a quand même ce rapport-là qu'on n'a pas dans les autres films d'ailleurs de la liste. Ça entretient un peu même ce stéréotype-là, parce qu'un sous-titre dans Coffee, c'est la panthère. Ouais. Donc ça rentre exactement dans ce que tu disais, Mécolo. Bien évidemment. Tu vois, ce côté animalité, tu vois, fantasme, cette projection de fantasmer. Et ça reste après dans des archétypes et dans des clichés. On parle souvent, on dit oui, bon, les femmes en général, taille fine, on va parler de taille de guêpe. Ça, c'est pour tout le monde. Mais tu verras qu'on utilisera des descriptifs bien précis en général sur les femmes noires. Oh, on dirait une gazelle. Oh, c'est une lionne. Oh, c'est une panthère. Donc voilà. Donc ceci étant dit, vous ferez vos idées, les auditeurs, et voilà. On va laisser parler Ilona. Yes, exactement. Non mais t'étais emballée dessus. Mais non, déjà en plus je veux réagir à ce que t'as dit. C'est exactement ce que j'ai ressenti. Ensuite j'ai l'impression qu'il y avait un peu deux films. Il y avait le côté c'est un film d'exploitation, donc on va faire plaisir à ceux qui veulent du film d'exploitation. Du coup on va foutre des seins, des trucs, des machins, alors que ça a aucun sens avec le sous-texte et le reste du film. Et du coup c'était très bizarre à regarder. Moi aussi j'étais gênée. D'ailleurs juste après le générique, donc déjà le générique. L'espèce de danse en silhouette, bon, c'est pas le pire. Et ça commence, je crois, par un gros plan sur ses seins. Le tout premier plan, je crois. Tout premier, ouais. Bon, heureusement, ça change carrément après. Et je trouve que le film arrive tout en gardant donc ce côté à la fois exploitation. Bon, la partie nudité me plaît pas, mais le côté plus action est un peu plus jouissif, un peu plus cool, ça, carrément, je trouve. Mais ils arrivent à parler de tas de sujets, que ce soit par rapport au racisme, à la condition des femmes, à la condition des Noirs. Bon, c'est pas creusé, mais c'est là, et je trouvais ça assez fou. Ce que j'ai trouvé assez cool aussi dans son personnage, c'est qu'en fait, à la base, elle veut juste être une femme normale, c'est-à-dire être avec son mec et puis avoir un boulot sympa et vivre dans une jolie petite maison. Et en fait, on lui permet pas, quoi, que ce soit son espèce de frère lourdingue qui est terrible, tout un enchaînement. Et en fait, j'ai eu l'impression que le sous-texte du film, c'était un peu, comme t'es une femme noire, et de toute façon, tu vas être obligée de souffrir et de te transformer en super-héroïne, sinon, tant pis pour toi, quoi. Et du coup, je trouvais ça plutôt cool, entre guillemets. Je trouve que Jack Hill, alors je sais pas si vous savez, mais il était dans la même promotion que Francis Ford Coppola. Et il a notamment eu pour professeur une femme, une réalisatrice qui d'ailleurs est pas du tout restée dans la postérité, Dorothy Asner, qui était donc très féministe et qui a inculqué ça. Et je trouve que ça se ressent un petit peu dans les films de Jack Hill. Enfin, on sent qu'il essaye, mais que derrière ça, il y a quand même des obligations de production pour tout ce qui est film d'exploitation. Mais il y a cette espèce de paradoxe dans ces films et que j'ai trouvé assez intéressant. Du coup, Jack Hill, il est pas afro-américain, c'est ça? Non. Tu vois, ça se voit. Oui. C'est un peu dommage, mais déjà, t'as dit, il était dans la même promo Francis Ford Coppola. Bon, ça, je pense que c'est le plus gros indice. Tu perçois quand même que, il y a ce truc de quoi qu'il se passe déjà de sa condition féminine, elle va en souffrir. De toute façon, elle en souffre. Et en plus, il y a ce truc de sa couleur de peau qui se rajoute encore, tu vois. Donc, c'est une double épreuve, c'est le double handicap, quoi. Tu pars déjà avec
4 tours de retard en vrai. Donc il y a peut-être ce côté-là, mais c'est vrai que et c'est là où tu vois que c'est complètement une vision d'un réalisateur qui est pas afro, dans le sens où t'as cette espèce de forcément de nudité du corps afro-féminin pour rien. Vraiment pour rien. Alors que si tu regardes un Spike Lee à contrario, t'as peut-être Jungle Fever où tu dois avoir des scènes, mais c'est pas pour rien. Du coup, là, pour Foxy, même si c'est un personnage finalement que moi je kiffe et qui finalement est badass et tout, et comme toutes les autres, de toute façon, on va passer par des épreuves. Et ça, je crois que ce sera le leitmotiv pour en sortir victorieuse. Elle cache le gun dans son afro, c'était lourd. Ça. Ouais. Ça, c'était une punch de ouf. Quand même. Ça, fallait y penser quand même. Oui, mais et en même temps, c'est cliché. Et en même temps, je trouve ça... Ouais, mais il faut avoir la lecture aussi des années 74. Ouais, peut-être que nous, on a une lecture aujourd'hui très contemporaine. Mais je pense que ça a toujours été cliché. Parce que c'est un truc déjà qu'on n'aime pas, tu vois, et de tout temps, que les gens fourrent la main dans nos cheveux, tu vois, ce genre de trucs. Sûr, mais donc là, le fait de cacher des trucs, moi je trouve ça même... C'est comme, tu vois, le peigne avec méthode dans les années 90, tu vois. Oui, mais ça fait partie d'un folklore. Moi, je pense. Ouais, mais en fait, c'est un folklore vu par qui? Qui regarde ce folklore, en fait? Est-ce que voilà, il y a ce côté déjà l'afro ça représente un truc, c'est hyper important parce que c'est le fait d'assumer sa capillarité sans se défriser, c'est ça qui est fort. De ne pas rentrer dans certains codes et tout. Donc déjà en plus c'est une galère, crois-moi, tu n'iras jamais cacher quoi que ce soit dedans. C'est une galère d'entretenir ça. Déjà le fait qu'elle est l'afro, ça a quand même un signe fort quand même, comme tu dis, de pouvoir. C'était hyper emblématique de cette époque qui sont les années 70. Aussi, c'est les Black Panthers, ces machins. C'est très romantique. D'ailleurs, il y a une forme de Black Panther dans le film où elle fait appel à justement à un groupe qui vient l'aider à la fin. Ouais. Avoir une afro aussi énorme, c'est très rare naturellement. Donc on triche un peu. Tu veux dire comme Beyoncé dans le perruque. remake de Austin Powers, mais parce qu'elle joue Foxy avec 2X. Dans la vision de ce réalisateur, t'as l'impression que c'est quand même, tu vois, même si c'est les années 70, il y a une modernité, mais ça reste quand même une femme afro-américaine folklorique. Okay. Tu vois, donc. Alors, oui, mais c'était une révolution. Parce qu'avant, il n'y avait pas de. Parce que c'est la première fois que qu'on voit, comme ils disent les Américains, c'est l'empowerment, comme on dit, tu vois, mais c'est à quel prix? Au prix de, il faut voir un sein quand on n'a pas besoin, au prix d'avoir une nudité qui est tout le temps exacerbée, au prix d'avoir un corps, même Foxy Brown, en fait, si tu la regardes bien. Comme ils disent aux États-Unis, vu qu'ils sont vachement dans ce truc de nuancer les couleurs de peau, notamment pour les afros, elle est plutôt light skin, comme ils disent. On dirait une blanche que t'as trempée dans du café au lait. En fait, elle est claire, tu vois. Alors, est-ce que si elle avait été plus foncée, et même si tu regardes dans l'histoire, là, après du cinéma, quels sont les personnages féminins que tu vois? On va en parler, j'en ai une à la fin en recommandation. Il y en a peu qui ont des... Moi, je suis claire de peau dans ce truc-là, tu vois. Si on parle de décarnation mais tu ne verras jamais. Si il y a des femmes noires très foncées, c'est souvent des femmes noires énervées, ou sinon, elles sont... ou soit de mauvaises mères, ou soit c'est des junkies. Moi, je me souviens d'un rôle qui m'avait choqué, parce que j'ai revu un peu la saga. Bon, ça n'a pas vraiment de corrélation avec le thème d'aujourd'hui, mais c'était Calidor, le film avec Schwarzenegger, où t'as cette mannequin noire, grande Grace. Oui, Grace Jones. Grace Jones. Mais Grace Jones, c'est noir. Oui, elle est, oui. Mais elle, son rôle, c'est abusé dans le film. Voilà, tu vois, si tu regardes et tout, en fait, tu m'as fait penser à elle quand tu disais ce que tu viens de dire juste avant, genre très, très violent, là, on est vraiment dans stéréotypé. Après, tu me diras, c'est le monde des barbares, tu vois, mais t'as des personnages qui sont féminins, qui sont pas comme ça. Tu regardes le premier Conan, il y a une blonde, très jolie, elle est là, elle manie son épée, son glaive, mais elle a pas la même attitude, alors que l'autre, c'est limite des cris, des trucs. Voilà. Très animalisé, mais c'est ça. Et moi, ça m'avait choqué. J'ai revu ça là récemment. Ça m'avait choqué. Même si j'adore Foxy et tout, mais pour moi, c'est vraiment la projection de l'Amérique blanche sur ce que peut être une femme noire, du fantasme du blanc moyen américain, de l'homme blanc moyen sur ce que peut être une femme noire, et qui n'a potentiellement en plus jamais croisé de femme noire. Concrètement, si tu vis dans le Middle West, tu peux ne pas croiser d'Afro-Américains en vrai. Hein. Et je comprends qu'ils aillent pas se fourrer là-bas. Hein. Même si c'est un personnage que j'aime bien,
comme Mathilde, tu vois, il y a ce truc de nudité, moi, qui me dérange. Et c'est vrai que après moi, quand j'extrapole et je vais plus loin parce que j'ai d'autres connaissances sur cette question, bah, tu vois, c'est encore plus dérangeant, en fait. Parce que tu sais que cette nudité est complètement corrélée avec des événements dont on n'a pas forcément envie de parler, mais voilà, ce que l'esclavage a pu imprimer, tu vois, sur les corps noirs. Enfin, voilà, c'est ce truc de rappeler que quand même, tu vois, le noir n'est qu'un corps, tu vois, l'esprit, ne jamais vraiment mettre son esprit en valeur, ne jamais, tu vois, il y a vachement ce côté-là d'être, ou sinon t'es le bon pote. T'es le bon pote du héros, tu vois. C'est ça. Soit t'es l'assistant de ouf. Ou le noir qui meurt au début dans les films d'horreur. Non, mais ça, nous, on zappait grave. Ah, c'est pour ça que je regarde jamais de films d'horreur. C'est vrai que nous, moi, ça m'a saoulé. Ça, c'était un truc de fou dans les années 90. Siècles et des siècles. Il y en a un, il y a pas longtemps, qui est sorti, ça s'appelle Antebellum, où c'est vraiment que des noirs qui jouent dedans. Et en fait, l'héroïne, donc elle se retrouve dans un camp d'esclavage et tout. C'est une dualité entre le monde de maintenant, où elle est en fait une femme d'affaires réputée, connue. Bon, alors elle a quand même ce côté je suis mère de famille, je suis mariée, voilà. Mais et ce côté justement esclavage. Enfin voilà, c'est un film intéressant à regarder, mais voilà. Il est pas très très subtil par contre. Enfin, moi j'ai pas beaucoup aimé, j'ai trouvé un petit peu trop. Bref, il tourne autour d'un twist. Et t'as vu les Jordan Peele, juste un tout petit. Oh, Get Out, bien sûr, on est dedans. J'ai moins aimé. J'ai moins aimé que Get Out. Mais déjà, l'histoire même de Get Out, elle est chelou. On est rentré dedans, je sais même pas comment il arrive à nous faire rentrer dans cette espèce d'histoire chelou. Parce que déjà, le personnage principal, il joue super bien. Daniel, à l'époque, il était dans Skins. C'est lui qui joue dans Queen and Slim aussi. Hein. Mm-hmm. Oui, exactement. Je l'avais découvert dans Miroir, la série. Exactement, très très bon acteur. Ouais. Je crois qu'on devrait le réfrigérer. Il a un mal qu'on connaît pas, vaut mieux stopper la progression. Une fois rentré, on le fera voir par un docteur. Ouais. Chaque fois que Parker dit quelque chose, toi tu dis ouais, Brett, tu t'en rends compte? Ouais. Parker, ça te plaît d'entendre ton équipier passer son temps à dire ouais, comme un vulgaire perroquet? Bah réagis mon petit, tu crois que t'es un vulgaire perroquet? Ouais. On arrive sur la saga Alien, donc 1986. Le deuxième, le premier c'est 79. On va parler donc de Ellen Ripley, Sigourney Weaver. Donc il faut savoir qu'elle arrive dans un contexte d'action héros, très masculin, très Stallone, Schwarzy, Chuck Norris. Donc c'est vraiment côté mec testostéroné, badass et tout ça. Et donc elle arrive en héroïne de fiction par rapport en fait à ce qu'on disait juste avant. Elle n'a pas besoin d'être hyper sexualisée pour vraiment s'imposer. Elle est profondément humaine, je trouve qu'elle est aussi très belle. Elle a une détermination à toute épreuve et sur le premier film, on ne sait pas que c'est elle l'héroïne. Des rôles forts, masculins ou féminins, c'est le fait d'avoir des convictions et de prendre des initiatives. Et je me souviens de la scène où quand ils reviennent de la planète et elle est avec son responsable hiérarchique, on peut dire ça. Son N+1. Et en fait, il arrive avec le blessé et elle refuse d'ouvrir le sas. C'est donc son supérieur et elle doit obéir. Et elle dit non. Elle me dit non parce qu'en fait, là, le protocole n'est pas respecté. On ne sait pas s'il a été contaminé ou pas. Et elle refuse obstinément. En fait, il faut respecter le protocole, même si le N+1, si le N+1 est en tort, il est en tort. Oui, donc, mais lui, il la pressionne. Elle veut pas mettre en danger la vie de l'équipage. Et elle est fermement résolue à ne pas accepter la décision du gars qui arrive, qui dit on est blessé, ouvre. Et d'ailleurs, c'est pas elle qui ouvre, c'est l'autre personnage féminin qui le fait. Tout à fait d'accord, elle a raison, mais il faut avoir une force. Moi, j'aurais jamais ouvert. Vous, les problèmes, tu sais que c'est les problèmes. Les problèmes. Ouais, mais tu sais, il y a des études de sociologie qui fait que c'est pas si évident que ça quand tu as certaines études ou certains. Oui, la banalité du mal et comment elle s'appelle? Voilà, c'est ça. Il y a des expériences comme ça d'ordre sociologique. 1000 grammes. Oui, c'est ça, oui, 1000 grammes. Bien sûr. Nous connaissons cette expérience. C'est un jeu télévisé qui a été programmé où on infligeait des pressions électriques. Des pulsions électriques, ouais. Entre autres. Après, il y en a plein d'autres. Il y a des trucs où genre tout le monde te montre que c'est rouge, mais en fait c'est bleu. Et tout le monde dit rouge. Et toi, en fait, t'es là, tu vois que c'est bleu. Et bah, il y en a qui disent, c'est rouge. Okay. Mais ça, juste pour être comme les autres. Voilà, c'est ça. Ouais, mais après, ça dépend de la personnalité. Non, moi, je suis mon propre patron. Toi, c'est mort. Toi, ils sont 100 à dire rouge. C'est bleu, toi, tu vas dire bleu. Bah oui, moi, je m'en fous, moi. Vous voyez rouge. Vous êtes daltonien, les frères. C'est pas grave. Ça arrive à tout le monde. Non, c'est sociologiquement parlant, c'est important de le savoir. C'est hyper fort, mais ce personnage. C'est pour ça que moi, il m'a conquis dès le départ. Et puis, comme vous le savez aussi, à la base, c'est écrit pour un homme. C'est pas Sigourney Weaver qui devait jouer le rôle de Ripley. Et ensuite, elle a réussi à s'imposer. Elle, c'est une actrice à la base de théâtre.
Même de départ, c'est même pas de la fiction en fait. Okay. Elle dégage un charisme incroyable. Rien que son nom, Ripley. Ah mais même dans Ghostbusters et dans Avatar, enfin, elle est excessivement grande. Elle est super belle, elle est super, elle est très féminine dans Ghostbusters. Ouais. Mekolo. Bah moi franchement Alien, je crois que c'est parce que c'est même pas une trilogie, c'est 4 films du coup. Moi c'est une trilogie, le 4 j'aime pas. Moi j'adore le 4. C'est mon deuxième préféré après. Moi j'ai saigné ça. Franchement, j'aime trop ces films. J'aime trop. C'est genre, mais parce qu'au début, genre, en plus, dans le premier épisode, en vrai, l'alien, tu le vois pas. Donc là, ça fait vraiment peur. C'est suggéré, C'est que suggéré. Donc t'es là, à chaque fois, tu fais, mais t'imagines le choc. C'est trop bien. Moi, j'adore. Le choc pour quelqu'un dans les années, on est en 79, tu vas dans une salle de cinéma. En fait, nous, on peut pas s'en rendre compte. Non, la dualité, parce que ma mère m'avait dit, c'est un film qui fait vraiment très peur. Moi, j'étais vraiment dans le mal. Et moi, pas du tout. C'est peut-être aussi une question de son. Tu l'as regardé sur... j'imagine que tu l'as regardé à télé normale. C'est un film qui joue énormément sur la suggestion. Oui, moi je trouve que le fait qu'on voit pas la bestiole, c'est toujours un truc de ouf, tu vois. À chaque fois que t'as un truc, tu vois, moi je suis là... trop, très, très, très drôle, tu vois. Je me dis, putain. Et puis tu sais pas, c'est le premier film. Tu sais pas où il va tomber. Tu connais pas en fait. Tu sais pas de quoi le xénomorphe est capable. Tu sais pas tu sais pas exactement comment il est fait, comment le tuer, est-ce que c'est de l'acide, enfin tu connais rien. Et c'est un petit peu en scénario ce qu'on dit, c'est le monstre est dans la maison en fait, en termes de dramaturgie. Okay. C'est-à-dire que tu as plein de films comme ça qui reprennent ces éléments-là, où les personnages sont dans un huis clos et ils sont bloqués dans un endroit avec le monstre. Avec le monde, des fois c'est un serial killer, c'est un monstre. Ça peut être dans Cube où c'est une machination, un truc scientifiquement parlant. Ça a été repris encore il y a pas très longtemps avec, je crois, Alexandre Aja et Kroll. Sigourney Weaver, même, elle a un capital sympathie de ouf. Donc déjà, forcément, c'était le choix le plus approprié et ça s'est vu de toute façon. Mais Ripley, en plus, il lui arrive que des galères aussi encore une fois, parce que dans les films, après, elle est contaminée par l'alien, machin. Après, en plus, elle doit se suicider, mais il la ressuscite. Enfin, il lui casse la tête à Ripley, en fait. Il lui casse la tête, laissez-la faire ses trucs en paix. Et du coup, moi aussi, j'aime beaucoup, comme toi, Éléonore, le 4. Parce que je sais pas, il y a un côté, en plus, elle est encore plus... C'est pas Ellen Ripley dans le 4. C'est un clone c'est un clone, c'est pas... Elle a plus son memento, son passé, tu vois. Oui, mais elle a ce côté, le côté xénomorphe, tu vois, qui s'est rajouté. Elle est vachement plus... elle a un côté plus... surhumaine, c'est ce qu'on disait, tu vois. Oui, non, mais... mais en même temps, c'était la trajectoire logique, parce qu'elle devient de plus en plus surhumaine dans chacun de ses films. Elle a un côté plus prédatrice, du coup, sur la fin, quand même, parce que la scène du basket, typiquement, c'est un truc, voilà, tu vois le truc quand elle. Tout le monde a kiffé cette scène là, du dunk à l'envers. Mais c'est pas le dunk, moi, que je m'en fous. Non, pas le dunk, pardon, le switch. C'est même pas le switch ou quoi, tu vois. Moi, je m'en fous. C'est le truc de, vas-y, elle arrive déjà, elle attrape le ballon déjà par la main comme as quand elle arrive. Enfin, vous voyez pas les gestes, je l'ai fait, mais vous verrez le film. Avec la paume de la main. Ouais. Elle l'attrape avec la paume de la main. Déjà, là, en fait, quand elle fait ce truc-là, on s'en fout du switch qu'elle fait, elle regarde pas. Elle a déjà gagné, en fait, quand elle fait ce truc-là. Le gars, il fait le malin, nanani. En faisant ça, bim. Déjà, elle l'a déstabilisé de ouf. En fait, lui, il croit que c'est lui le prédateur, mais il se rend compte qu'en fait, il se voit comme le loup dans la bergerie. Le mec, là, du coup, qui est joué par Ron Perlman, il me semble. Il se voit, comme le loup, mais qu'en fait, le berger, c'est Ripley, tu vois. Et les bergers sont plus dangereux que les loups, en vrai. C'est eux qui mènent les moutons à l'abattoir. Métaphore, ouais. Donc du coup, je pense qu'il y a ce côté-là. Et moi, en vrai, après, je vais m'arrêter là, mais c'est un personnage, mais qui est tellement... Enfin, c'est Ripley, quoi. C'est tellement culture populaire, même Alien, en fait, c'est vraiment des trucs qui sont rentrés dans notre compréhension. C'est un peu comme Star Wars, c'est ces trucs qui, en plus, ça a bercé des générations et des générations. Enfin, les gens, ils se déguisent en trucs. Ripley. Enfin, pour moi, c'est vraiment, en plus, dans les années 90. Et encore une fois, c'est parce que Alien, il y avait le côté interdit aussi. Ça passait le soir, on pouvait pas le regarder. Forcément, t'as école le lendemain, machin, ça passait sur M6. Moi, un personnage féminin que je prends plaisir à regarder, et en fait, même Sigourney Weaver, en vrai de vrai, c'est une nana que je prends plaisir à écouter en interview. Très cultivée, hein. Ouais, de ouf. Très raffinée, vraiment très élégante. Vraiment, elle a vraiment ce côté-là. Et moi, je trouve que Ripley, ça aurait pu être, tu vois, encore un de ces personnages super-héros, tu sais, très typiques des années 90, à la Stallone, à la truc. Mais le fait que ce soit incarné par une nana, ça lui donne quand même une dimension un peu différente. Légèrement, mais ça reste toujours, il faut qu'elle subisse des galères, il faut qu'elle tire sur des gens. Je trouve qu'elle a été beaucoup masculinisée. Oui et non, je trouve. Et finalement, même si elle devient hyper badass avec son lance-flamme et compagnie, au début, elle se sert quand même beaucoup de son intelligence sans forcément se servir de sa force à la base.
Et c'est plus vers la fin du film que ça devient une espèce de super-héroïne, machin. C'est un vrai personnage qui a du corps, parce qu'avant d'être simplement là pour zigouiller l'alien, elle était là pour faire son taf. Oui, elle a un métier déjà. Elle a un métier de base. Elle existe, elle est là, que ce soit jouée par Sigourney Weaver, elle est géniale, elle a un physique tellement particulier, elle est avec ses 1m80. J'ai un peu plus de mal avec le deuxième et le troisième. Je trouve que le fait qu'ils aient rajouté autant de questions sur la maternité, moi ça me gave un petit peu, même si je comprends et que c'était quand même l'un des sujets du premier film, mais c'était beaucoup plus fin et beaucoup mieux amené que dans le deuxième et le troisième. J'adore le quatrième parce que c'est un vrai twist sur la manière de penser la féminité. Déjà, petit truc, je sais pas si vous avez fait attention, mais l'intelligence artificielle du vaisseau, c'est plus Mother, c'est Phaser. La petite capsule par laquelle il s'enfuit à la fin, il y a une pin-up dessus. Cette idée de la vision qu'en ont finalement le regard, le cinéma hollywoodien qui est principalement masculin. Le dernier, c'est Jean-Pierre Jeunet qui le réalise, le dernier. Donc c'est en plus une vision d'un mec européen sur une saga américaine, il y a plein de... Le deuxième, c'est celui avec le chien, là. Il y a un moment, il y a une histoire avec un chien. Non, ça, c'est Alien 3. C'est dans le 3, ok. Attends, le 2, alors pourquoi je me suis... le 2, c'est James Cameron. C'est la pépite. C'est Aliens. Avec Nuke. En fait, elle se réveille. Moi, je me rappelle beaucoup. Elle se réveille genre 40 ans plus tard. 40 ans plus tard, ouais. Et en fait, elle découvre que sa propre fille est morte. Ensuite, c'est là où il y a la relation maternelle, où en fait, elle va découvrir cette petite fille dont les parents ont été tués par les aliens. Oui, c'est ça. Et du coup, voilà, elle va s'identifier un petit peu et elle va revoir un peu. Et donc, c'est là où en fait, moi, il va avoir une relation. Moi, je suis vraiment plus sur le 4, ouais. Parce que les histoires de vas-y, il faut que forcément, à un moment, là, la maternité et tout. Tu voulais pas rajouter un truc ? Non, simplement ça. Que je suis d'accord au niveau de la maternité. Ah, moi, j'avais trouvé ça génial. Franchement, même le fait qu'elle revienne pour la sauver, enfin. Puis le combat avec la reine-mère, pour moi, le Aliens, quand je regarde Alien 1, pour moi, c'est celui le meilleur. Je me dis non, c'est celui-ci le meilleur de la saga. En fait, j'ai toujours du mal, en fait, c'est tellement deux styles complètement différents. Oui, c'est James Cameron. Ridley Scott et James Cameron. Et James Cameron, il a vraiment l'habitude de faire ça. Même si tu fais un croisement avec Terminator, c'est la même chose, en fait. Dans Terminator 2, il amène aussi, pareil, une relation père-fils avec John Connor et le Terminator. Oui, voilà, mais il faut qu'il y ait forcément un truc issu de la filiation. Enfin, moi, ouais, après, c'est les relations humaines, après. Moi, ça me dérange toujours un peu qu'on cantonne souvent les femmes à ce seul truc de... Moi, je parlais aussi de Terminator. Oui, dans Terminator, il y a... Mais tant mieux qu'il y ait un peu des relations père-fils, là. Enfin. Parce que, il faut qu'ils s'en occupent de leurs gosses, là. Je voulais juste vous dire que... je ne connaissais pas Tresh. Je ne lui ai parlé qu'une seule fois. Il aurait pu me tuer, mais au lieu de cela, il m'a épargné. C'est une dette dont je ne pourrai jamais m'acquitter. Je connaissais Rue. Elle n'était pas seulement mon alliée, elle était mon amie. On passe à Hunger Games. Donc il y a 4 films dans la saga. Et on va parler donc de Jennifer Lawrence, aka Katniss Everdeen. Voilà. Donc c'est une saga qui est adaptée de plusieurs romans à succès pour ados. Et ben voilà, c'est pour ça que j'ai pas accroché. Dans un futur dystopique, les Hunger Games sont un événement télévisé national au cours duquel les tribus doivent s'affronter jusqu'à la mort. Donc selon l'auteur de l'histoire, ça s'inspire de la mythologie grecque et de la TV-réalité. Ok. La cruauté des hommes, avec un grand H, est mis en relief à travers le prisme d'un jeu de TV-réalité qui retransmet donc des mises à mort. Et donc, notre héroïne, elle va faire preuve de dévotion, de courage, de compassion, du sens du devoir, on va dire, parce que c'est elle, à un moment donné, au départ, qui se sacrifie, entre guillemets. À la place de sa petite sœur. À la place de sa sœur. Quand elle est sortie, je crois que j'avais genre 19 ans au cinéma, et la première fois que je l'ai vue, j'ai vraiment pas du tout aimé, que ce soit le film et le personnage, mais il fallait savoir qu'à l'époque, j'étais en plein dans ma phase un peu Battle Royale et que du coup, je voulais voir un petit peu un Battle Royale bis et c'est pas du tout le cas. Mais finalement, tant mieux. Et je l'ai revu il y a peut-être 3-4 mois. Du coup, j'ai vu les 4 films les uns derrière les autres à peu près, enfin un par jour, et j'ai vu tout le potentiel du truc et je me suis dit mais en fait, c'est une saga qui a énormément de choses à dire, qui le fait très bien, avec un personnage qui est franchement bien écrit pour ce type de dystopie. Alors déjà, si on reprend tout le concept, c'est très complet, c'est très cohérent. Ça parle de la manipulation des masses par le divertissement et par l'image. Et ça commence déjà par le plus simple, à savoir ça attaque finalement la télé-réalité, et tant mieux, c'est très bien. Mais finalement, ça va un petit peu plus loin et ça parle plus de politique et de rouage et de manière de créer de la propagande et du coup de garder les gens un petit peu comme des esclaves finalement. L'idiocratie
l'idiocratie. Exactement, l'idiocratie, pour finalement aussi aller de l'autre côté, du côté des rebelles, et se rendre compte que c'est pas forcément si bien, et ça montre aussi comment à plus petite échelle on peut se servir d'une personne pour créer son image, et comment se servir de cette image pour que les foules soient attirées. Et, sur le personnage principal. Juste très vite, au niveau des costumes et compagnie, c'est tellement bien fait. Il y a tellement de... Enfin, la direction artistique est géniale. C'est le seul truc que je dirais, je ne dis pas plus. Son personnage, je trouve le personnage de Katniss très bien écrit. Alors déjà, on est capable de lui citer plusieurs traits de caractère, à savoir qu'elle est courageuse, elle est intelligente, mais pas que du positif, également des défauts. Elle est pas très avenante, elle a un côté un peu, très refermé sur elle-même. Et je trouve ça super, et c'est très clair dès le début, et on le sait, et c'est bien, et il n'y a pas besoin de plus. La première fois que j'ai vu, j'avais du mal avec la mise en scène un peu floue, et finalement j'ai trouvé que c'était une manière très maligne de montrer la violence, ou de pas la montrer du coup. La caméra à l'épaule, tu veux dire la caméra à l'épaule et le côté très saccadé. Les différentes personnes qu'elle croise, elle apprend. À chaque fois, le film prend le temps de s'arrêter sur ses rencontres pour voir sa réflexion, et c'est pas en mode en un coup, elle a totalement changé du tout à tout. Dans le film 3, qui est un des moins aimés, ils prennent même vraiment le temps de lui montrer des syndromes post-traumatiques. Ce qu'elle vit, c'est quand même hyper compliqué, et ils prennent le temps sur pratiquement la moitié du film de la montrer totalement prostrée et incapable de faire quoi que ce soit, et je trouve ça hyper malin, et du coup je trouve que c'est une saga qui est souvent montrée comme une espèce de saga pour ados dont on s'en fout, alors que elle a des espèces de fulgurances hyper intéressantes, quoi. C'est intéressant comme point de vue, mais encore une fois, elle a toutes ses qualités, et il faut encore lui coller des mecs dans les pattes. Coller l'autre là dans les pattes, moi ça m'a gavé. Au début, ça m'avait saoulé aussi. Au deuxième visionnage, en fait, chaque personnage masculin, donc cette espèce de trio qui peut paraître très classique, correspond un petit peu à des facettes de sa vie. Et en fait, il n'y a pas tellement de romance quand il pense. Mais ça me parlait pas, tu vois. J'ai pas accroché. Après, par contre, visuellement, j'ai kiffé le film parce que, par exemple, tout simplement, comment ils sont habillés, tout le côté costume et tout. Moi, j'aime bien ce genre de truc. Au fur et à mesure de la saga, c'est vrai qu'on la voit évoluer. Même si moi j'ai pas surkiffé le film, son personnage, moi je le trouve plutôt positif dans le sens où c'est quelqu'un qui apprend. Tu la vois apprendre des trucs avec les autres tribus. Très intelligent d'avoir donné ce côté évolutif au personnage, mais est-ce que c'est pas déjà dans le bouquin que le personnage évolue comme ça? Donc Jennifer Lawrence, tu vois, elle fait vachement girl next door à l'américaine et tout. Tu sais, ça pourrait être ta copine en vrai. Et donc il arrive un truc à son mec, faut qu'elle fasse des trucs pour le sauver, nanani. Bon, on a compris, ça t'a gonflé. Ça m'a trop gonflé, quoi. C'est elle qui le sauve. Oui, c'est elle qui le sauve. Bien, obligé. Lui, il sert à rien, tu vois, franchement. Enfin, c'est quand même elle l'héroïne, donc elle va le sauver, bien évidemment. Moi, ce que je trouve intéressant, en fait, dans ce personnage, c'est qu'au début, on voit justement ce côté dur et ce côté, je protège ma sœur, je fais ci, je fais ça. Et en fait, le personnage masculin, ce qui est, je trouve, du coup, intéressant, lui apporte la sensibilité qui fait d'elle, je trouve, une personne beaucoup plus humaine, je mets des guillemets parce que forcément elle est très humaine, et qui, au fur et à mesure du film, on voit notamment avec Roux, la petite fille dans le 1, qui décède et tout. Moi, c'est un de mes moments favoris parce qu'on voit à quel point elle a de l'humanité, à contrario de tout le Capitole qui n'en a rien à faire en fait de ce qui peut se passer dans l'arène et qui sont juste là pour qui va tuer qui. Et vraiment, je trouve qu'elle a cette dimension, elle a cette sensibilité que je trouve intéressant dans un personnage féminin fort. Et elle arrive à pouvoir mélanger sa force, sa sensibilité, à devenir le symbole d'espoir de ce peuple opprimé par ce qui peut se passer dans les différents districts. Et moi, je trouve qu'elle a ce mélange qui fait d'elle un des meilleurs personnages, je trouve, au niveau des sagas. Elle a vraiment ce côté très intéressant. Après, je trouve que... Mais du coup, ça n'entache pas le personnage, mais je trouve qu'ils ont été trop loin au niveau des films. Je trouve que le 4e, c'est parti trop loin, et c'est après un délire que je suis pas trop accrochée. Mais en tout cas, je trouve qu'elle a vraiment cette dimension très intéressante, et on peut s'identifier à elle, ou comme tu le disais, dire elle est comme notre copine. Je trouve qu'elle apporte quand même pas mal de choses au-delà de l'histoire d'amour avec Peeta Mellark, qui est secondaire. Moi, je trouve vraiment, je trouve qu'on s'attarde pas là-dessus parce qu'au fond, ils sont même pas vraiment ensemble. C'est une relation instrumentalisée. Il n'y a pas vraiment de romance finalement. Enfin, très rapidement, quoi. Enfin, c'est pas le sujet du film. Les gens, ils veulent quelqu'un à aimer, mais ils veulent surtout quelqu'un à haïr. Je veux dire, quand même, quel genre de foutu débile démolirait le genou d'une de ses amies? Qui oserait faire ça à une amie?
On passe au dernier film de la sélection, donc Moi, Tonya. Ah, ça c'est quelque chose. Réalisé par Greg Gillespie en 2018, donc c'est le dernier film et c'est aussi le film le plus récent de la sélection. Donc c'est un film qui mêle fiction et documentaire. C'est le seul biopic aussi de la liste. Donc là, on va parler de Margot Robbie et on découvre donc le parcours de cette patineuse artistique atypique de ses 4 à 44 ans, ses relations tumultueuses avec sa mère et son mari. On va aussi parler du fameux incident donc avec une autre patineuse concurrente Nancy Kerrigan. Pendant la préparation donc des JO de 94. Donc au début, donc le film on peut le scinder en 2 parties, donc vraiment une qui se concentre beaucoup sur le parcours et ensuite la deuxième partie du film va vraiment se consacrer à cette affaire. Margot Robbie, elle a été nommée aux Oscars. Yes. Et Allison Janney, donc qui joue la mère, elle a gagné l'Oscar. Et c'est mérité. Comme meilleur second rôle. C'est amplement mérité. Ce qui est aussi frappant, c'est la ressemblance avec les vrais protagonistes. Quand tu regardes à la fin, le générique de fin, c'est très très bluffant. Ouais, c'est un truc de fou. C'est limite flippant un peu, grave, tu vois, tu dis oh, mais... impressionnant. J'ai beaucoup aimé ce film. Normalement, plus j'aime pas les biopics, mais là, je trouve que ce qu'ils ont fait du coup avec le personnage fait que c'est un biopic qui va plus loin que simplement raconter l'histoire d'une personne qui a réellement existé. C'est très malin. Alors juste pour revenir très vite, je crois que c'est le premier film de la boîte de production de Margot Robbie. C'était un peu du coup dans sa volonté de se donner. Ouais, j'ai vu dans... Oui, ouais. C'est ça. Je crois que c'est le premier qu'elle a produit en tant que tel et au moment où elle a créé sa boîte. Et c'était vraiment dans l'idée de se donner des rôles intéressants. Et elle fait bien. Elle n'est jamais mieux servie que par soi-même. Hein. Elle fait bien. Je trouve que c'est très malin. Alors normalement, j'aime pas les espèces de talking heads, les trucs qui disent bon maintenant on dit ça et on voit ensuite l'action en vrai. Normalement, je préfère qu'il y ait juste l'action en linéaire quand c'est des biopics. Mais là, c'est très malin parce qu'en fait, ça permet d'avoir des points de vue très différents sur une action qui nous a donné à voir, que ce soit par le mari, par elle ou par la mère. Et du coup, c'est hyper bien fait. Margot Robbie est juste absolument géniale. Alors que tu l'attends pas là du tout, parce qu'elle est plutôt, somme toute, beauté classique, assez hollywoodienne, tu vois. Exactement. C'est un peu Charlize Theron, tu vois. Pour moi, c'est un peu le même genre de... Tu vois, ça. Et heureusement qu'elle a fait ça et qu'elle s'est donné des rôles qui sont peut-être moins beaux. Alors, j'aime beaucoup ce que ça dit, du coup, sur à la fois, du coup, sur le rapport de classe. Parce que du coup on lui reproche de pas être assez féminine, mais on se rend compte qu'elle ne peut pas être assez féminine parce qu'elle a pas l'argent pour, ce qui nous ramène du coup dans l'idée que une femme, pour être une femme dans le sens classique, ça coûte de l'argent et c'est une fonction, enfin une manière de voir qui vient un petit peu de l'industrialisation et où la femme était devenue un petit peu la vitrine du succès de son mari. On lui reproche énormément de choses dans ce film. On lui reproche déjà son langage, on lui reproche... Oui, mais tout ce qu'on reproche au pauvre, le langage, c'est exactement parce qu'elle vient d'un milieu social défavorisé. Un peu comme plus que défavorisé. Ah c'est considéré. Ah là c'est les rednecks des États-Unis. C'est le white trash. Là c'est en mode white trash. Là, oui, mais c'est plus que défavorisé justement. De toute façon, le juge lui dit clairement quand elle dit qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour avoir des meilleures notes, il lui dit vous représentez pas les valeurs qu'on a envie de transmettre. Exactement, et oui, il le dit clairement. On l'appelait la plouque en fait même. Ouais. Carrément. Complètement. Et il lui reprochait aussi donc ses vêtements, donc ses tenues qu'elle se confectionnait elle-même. Enfin, était pas du tout attendue dans ce milieu-là qui est très bourgeois du patinage. Enfin, c'est comme un gars, en gros, c'est comme si un mec de Tess, il arrive et demain il fait du golf. Tu sais, dans l'équitation. On a eu l'exemple dans le patinage en France avec Soraya Bonali, tu vois. On l'attendait pas là. Je sais pas si elle vient d'un milieu défavorisé, je la connais pas. Du coup, c'est pas quelqu'un qu'on attend là. Après, je crois qu'elle a été adoptée ou quoi, mais peu importe, c'est pas tant ça. C'est déjà ce que tu vois, les gens, de toute façon, quand t'arrives dans un milieu qui est extrêmement, bourgeois, assez blanc, mine de rien, tu vois. C'est pas assez, c'est blanc. Non, mais parce que je suis polie, pour pas qu'on me reproche. Non, moi aussi, je suis polie. Et donc, du coup, de voir une femme noire arriver là, tu vois, même elle aura beau être riche, tout ce qu'elle veut, elle restera toujours noire. C'est là où elle... Oui, mais là, elle est face à d'autres types de discrimination. Là, oui, mais là, c'est plus, comme tu disais, social. C'est un milieu social très défavorisé. Toi, tu me dis encore plus. C'est-à-dire que c'est quoi, en fait? Mais en fait, c'est les rednecks. C'est vraiment le déclassement le plus total aux États-Unis. Dans la classe blanche, hein, je parle. Parce que Parce qu'après, il y a Eminem dans la caravane de 8 Mile, mais tu peux pas faire plus. Ouais, mais c'est ça, en fait. C'est vraiment... Ouais, c'est le même terreau. C'est le même terreau, tu vois. Parce que de voir, en plus... Là, ça montre quelque chose des États-Unis. De voir des Afro-Américains pauvres, déclassés, pas de problème, des Mexicains pauvres, déclassés, pas de problème, mais que des Blancs se voient, puissent s'imaginer là-dedans, mais c'est dur pour eux. Hein.
Franchement, c'est dur. En vrai, elle montre quelque chose qui est pas... Tu vois qu'on n'a pas forcément envie de regarder, en fait. Complètement. Et en plus, elle a ce côté... elle grandit dans un univers ultra toxique. Mépris de classe. C'est vrai que là, c'est complètement ce que... Quand tu parles de la phase du juge, mais c'est tellement ça. Cette phase-là m'a marqué aussi. Mais c'est tellement ça, tu sais. Moi, quand j'ai regardé le film et tout, j'ai dit... Ouais. Ou là, qu'elle lui dit change de sport à un moment donné. Ouais, il lui dit change de sport. Change de sport. T'as trop envie d'arriver dans le truc, de les soulever, en fait. Mais il vous arrive quoi, en fait, les frères, là? Elle est meilleure que tout le monde. C'est le triple Axel. Mais oui, c'est la première. C'est dinguerie, ça. Donc, du coup, c'est fou, mais après, voilà, c'est un personnage qui, forcément, par son histoire, tu t'attaches. Alors, est-ce que elle savait que son mec allait essayer d'aller péter le genou? Je pense que c'est ambigu, vraiment. Même dans le film, c'est ambigu. On sait pas trop, quoi. Mais je pense qu'il y a aussi un truc, moi, qui m'a marqué. Je sais pas comment elle s'appelle, la petite actrice qui la joue petite, mais comment elle joue bien. Elle est géniale. Elle est géniale. Elle a joué aussi dans The Hunting of Hill House, dans le premier volume. Wikipédia, Mathilde. Limite, tu vois, elle me fait plus vibrer que Margot Robbie, tu vois, adulte. Je sais pas comment dire, tu vois, mais quand tu la vois petite, en plus, quand elle est là, elle tire des lapins avec son père et tout, quand elle se met devant la voiture pour l'empêcher de partir, enfin, c'est tellement intense de ouf. C'est comme la petite dans le jeu de la dame. Moi, je préfère la petite. Et non, les deux sont vraiment exceptionnels. Moi, j'aime pas le jeu de la dame. Mais les deux actrices sont bien, c'est pas les actrices. J'ai pas vu. Du coup, moi, je vois plus une évolution. Tu la vois petite, tu la vois grandir. Elle s'appelle McKenna Grace. Ouais, et ben, je la trouve super forte. Franchement, du coup, elle te met limite des frissons, tu vois, vraiment. Après, bon, Margot Robbie, elle joue super bien. C'est une grande actrice. Franchement, il y a pas à dire. Pour se balader entre ça et Harley Quinn, il faut quand même avoir une palette qui est énorme, hein, franchement. Le fait, en plus, que ce soit tiré d'une histoire vraie, que ce soit un personnage qui ait vraiment existé, je trouve que ça donne quand même un truc assez dur à critiquer. C'est plus facile de parler de personnages qui sont irréalistes, Béatrice Kiddo, Nikita, c'est plus facile à critiquer que là, en fait, c'est de parler de la vie de quelqu'un qui a vraiment existé, donc c'est des souffrances qui sont vraiment réelles. Tout ce passage tragique s'est étalé au vu de toute l'Amérique, du monde entier, parce qu'elle devait aller au JO, enfin, c'est une mort sociale, vraiment. En plus, ce que je trouve intéressant sur le personnage, c'est que, à la différence des autres films, ils ont voulu montrer plus tous ses défauts que ses qualités. Ils ont vraiment mis en avant le fait qu'elle ait des déviances, qu'elle soit pauvre, qu'elle soit vulgaire, donc je mets des guillemets, qu'elle soit là, enfin ses costumes, elle vit dans la misère, et en plus elle reste dans sa misère parce qu'elle a un mari qui la bat et que limite elle trouve ça normal. Qu'elle a choisi un mari qui est complètement et que finalement le seul côté positif qu'elle a, c'est son talent en fait. Et je trouve ça vraiment intéressant qu'ils aient voulu la rendre aussi pathétique en fait. Et sa dédication à travailler. Parce que quand même, c'est vrai que quand même elle bosse beaucoup. Ouais. Et en plus c'est vrai, comme on le disait, vraiment moi j'ai été subjuguée quand il y a les images de fin. J'ai vraiment bugué en me disant mais ils remettent les images du film ou c'est c'est vraiment le personnage. Et elle a le même costume, le machin, vraiment les mêmes expressions, la même chevelure. Enfin c'est vraiment hyper impressionnant. En plus on oublie ça, mais c'est qu'elle est quand même, elle a quand même une certaine intelligence et tout, parce qu'elle traverse tout ça, elle arrive quand même à faire de grandes choses, alors que globalement elle est entourée de boulets, mais c'est quelque chose. Enfin, hors sa mère qui est une mère toxique, et ça c'est autre chose. Ah, c'est même plus toxique là. Pire que toxique. Là. Personne toxique dans ces cas-là, ouais. Elle est radioactive, sa mère, complètement. Ah oui, elle est radioactive. Oui, au-dessus de toxique, c'est ça, c'est radioactif. Mais les autres, son mec, le pote de son mec là, qui se prend pour un agent secret, ils sont pathétiques, mais d'une force même, t'as envie de pleurer pour elle. Tu te dis, mais meuf, comment tu vas t'en sortir si en plus, bizarrement, tu n'attires que des boulets, quoi. À part son entraîneuse, du coup. Mais sinon, le reste, mais qu'elle plaît, son mec. Mais est-ce que, tu vois, tu dis, mais le pire, c'est que si... Donc, c'est une histoire vraie, et ce gars existe. Violent, enfin... Et surtout, moi, la scène que je trouve choquante, et c'est là où tu vois que le destin d'une femme, c'est très, très dur, c'est quand il la frappe, en plus, et il lui tire dessus. Genre, il a des armes dans la voiture, elle est blessée, et le keuf, il fait rien. Il dit non, ça va et tout. Et ça, c'est hyper dur. Et elle le dit, de toute façon, elle dit, c'est là que j'ai compris que de toute façon, en plus, la voix off, c'est peine perdue et tout, et que elle a dit, il a vu le sang, il a vu les armes, il a vu l'alcool, et il m'a laissé repartir avec. Cette scène, elle est d'une violence. C'est peut-être la scène la plus violente du film, en fin de compte. Margot Robbie, elle joue super bien à ce moment-là. Tu vois, elle est vraiment dans le truc. T'as l'impression, Moi, ce qui m'a marqué aussi, c'est quand il la bat. Après, ils sont dans la voiture, en train de faire l'amour. Il lui dit, je suis désolée, elle lui dit je sais. Oui. Elle lui dit je sais en fait. Et ça c'est aussi une scène que je trouve marquante parce que
C'est comme si elle lui disait, bah, t'as plus besoin de le dire, hein, de toute façon. Oui, je suis au courant, ouais. Je suis au courant, et puis j'ai bien conscience que ça va pas changer, alors ok. Mais c'est tellement véridique en plus, parce que les femmes battues restent dans cette emprise, bah, c'est ça, cette emprise, ouais. Bah, c'est ce que tu vois à travers elle quelque part aussi. C'est pour ça que ça fait écho et que c'est bien que ce soit un personnage réel et que c'est un beau biopic parce que Tonya, je pense que ça a été la femme la plus détestée d'Amérique, mais vraiment la plus haïe d'Amérique à cette période-là. Après, quand même, SO, Nancy Kerrigan, elle a rien fait. Ouais, shout out à elle. Non, elle s'est fait défonce pour rien, tu vois. Elle fait son truc, elle est dans son milieu, elle est championne, enfin, elle aussi, elle bosse, et elle se mange. Bien sûr. Non, mais dommage collatéral, c'est dommage clair. collatéral, tu vois. Moi, je me mets à la place des dommages collatéraux, tu vois. Non, mais je comprends. Et en plus, elle disait récemment dans une interview qu'elle n'a jamais eu d'excuses directes de la part de Tonya. En fait, ce serait un aveu de culpabilité, je pense. Pourquoi s'excuser si t'as rien fait ? C'est du coup un personnage féminin qui m'a paru hyper sympathique, qui m'a vraiment touchée. Je crois que mais vraiment cette scène de la voiture avec le flic et tout, c'est vraiment le point d'orgue, je pense. C'est une bonne immersion dans une espèce de société américaine et c'est de cette précarité comment t'arrives à t'en sortir. Donc il y a le côté résilience et tout. Mais du coup, vu que de toute façon elle a pas eu les bons codes, ça pouvait pas bien se terminer en fait. Les codes de la vie sain, en fait, elle les a pas. Donc, ça peut peut-être lui paraître anodin d'aller envoyer un mec péter le genou d'une autre personne. Bah, si t'as pas les codes, si tu grandis dans des univers violents, même si ça n'excuse pas tout, hein. Attention, mais ça peut être une manière de lire ça. Et je trouve que, du coup, moi, Tonya, ça le montre bien. Et Margot Robbie, chapeau à elle. Ok, on va passer à des petites mentions honorables. J'avais pensé, en fait, à Éowyn dans Seigneur des Anneaux, de Peter Jackson. Tu vois qui c'est, non ? Ah, Erwin. Oui, voilà. Oui. Erwin, voilà. Et en fait, c'est la meuf voilà, c'est ça. Ah, je savais pas que tu connaissais cette. Seigneur des Anneaux. Voilà. J'ai saigné ça. Voilà. Et ben en fait, Éowyn, en fait, ce qui est intéressant, c'est que, enfin, tu vois, t'as les Nazgûl, en fait. Je sais pas si vous voyez ce que c'est. C'est genre les mecs sur des dragons là, des espèces de monstres. Et en fait, genre ils sont quasiment indestructibles. Et ils arrêtent pas de dire aucun homme ne peut nous tuer. Et mais en c'est fait, pas un homme. C'était la punchline de Éowyn quand elle arrive à le tuer. Elle dit je ne suis pas un homme. Et en fait, elle l'a tué. Et j'avais trouvé ça intéressant. Il le tue à deux quand même, avec un hobbit qui n'est pas un homme, qui est un demi-homme. Ils sont deux. Oui, mais c'est vraiment elle qui met le coup de grâce et tout ça. Bref, en tout cas, je trouvais que la punch était intéressante et que ce personnage-là n'était pas assez développé et je le trouvais intéressant dans sa trajectoire. Oui, mais c'est un peu triste parce qu'elle elle est dans la friend zone avec Aragorn et tout, tu vois, elle est friendzonée et tout. Ah ouais, mais ça, c'est la vie des gens qui sont trop gentils. Et je sais de quoi je parle. Ok, on continue. Du coup, c'est bien, il n'y a pas de romance, non ? Ça punchline. Ah bah dans Le Seigneur des Anneaux, du coup, attendez, on n'est pas là-dessus. On continue. Logan de James Mangold. J'aime bien la petite jeune fille, la relation X-23. Vous l'avez vu ? Voilà. Ouais. Ok. Trinity dans Matrix. Bien évidemment. Les tenues en latex, on est complètement pour. Syndrome Trinity quand même. Je continue. Voilà, elle a dit Syndrome Trinity, on a compris qu'elle n'était pas d'accord, elle n'était pas dans le ouais. On continue avec Evelyn Salt, Angelina Jolie, agent double, Jason Bourne féminin, 2010, Philippe Noyce. Je l'ai pas vu. Film d'action à rebondissement. Non, ok. Un film que vous avez peut-être pas vu, L'Hirondelle d'or. Sorti en 1966 et c'est un film d'arts martiaux justement et qui mettait en avant une héroïne et c'était à l'époque, enfin c'est le film qui a inspiré Tigre et Dragon avec Lucy Liu qui joue dans Kill Bill également. Exact, qui joue Oren justement. Et c'était un très gros succès en Asie à cette époque-là. N'hésitez pas à regarder vraiment L'Hirondelle d'or de King Hu sorti en 1966, donc produit par la Golden Harvest avec Cheng Pei-Pei. Franchement le film il vaut le détour. La saga Harry Potter, Hermione. Emma Watson. Syndrome Trinity x2. Okay. C'est le héros Hermione pour moi. Harry, vas-y. On est d'accord. C'est juste parce que vas-y, c'est Daron, clac, c'est Hermione le héros. Elle a les skills. Tu valides ou pas cette mention ? Ah oui, bah, complètement. Okay. Elle a les skills, de ouf. Mad Max Fury Road Furiosa, Charlize Theron. Ouais, évidemment, ouais. Vous validez ? Je ne l'ai pas vu. Okay. Encore une fois, il faut qu'elle... c'est un monopole de la violence. Ouais, c'est vrai. La rubrique décimation, c'est vraiment les personnages féminins que vous avez détestés. Ceux qui survivront à la décimation seront bannis après l'exécution du châtiment. La décimation ? Depuis le règne de Marius, ce rituel sauvage n'a plus jamais été infligé. Moi, j'ai détesté Sandra Bullock dans Gravity et Kirsten Dunst, alors que je la surkiffe, mais dans Spider-Man, en Mr. Jane, Mary Jane, je trouve qu'elle a aucune consistance, aucune épaisseur. Est-ce que vous avez Moi, je vais parler d'un petits exemples, vite fait, un ou deux de série
Par exemple, on parlait de série tout à l'heure, je déteste maintenant avec le recul Carrie Bradshaw dans Sex and the City. Elle me saoule. Cette série est toxique de toute façon, mais tu vois, c'est un personnage principal qui finalement est détestable. Mais dans Divergente, triste, puisque encore une fois... on n'en a pas parlé de celle-là, mais c'est assez intéressant. Elle est trop... c'est vraiment, on a voulu faire d'elle... En fait, pour moi, c'est un peu un remake de Hunger Games, en fait. Mais avec une vision un peu différente, parce que ça comporte que la ville et que... voilà. Mais pour moi, c'est un peu ça, et le personnage est vraiment trop fort, en fait. Elle a presque pas de faiblesse. Encore un homme dans les pattes. Et exactement. Et Léonore, hormis Nikita, un autre exemple, un contre-exemple que tu là, détestes. comme ça, j'ai pas... Ok. Non, laisse On va passer au coup de cœur. Bon, à ce que je vois, tu fais le boucher. Mais est-ce que tu connais ? Donc la grosse recommandation que j'aimerais faire, peut-être à vous autour de la table et aux auditeurs, c'est La couleur pourpre de Steven Spielberg, sorti en 1985, avec Whoopi Goldberg. Je t'avais dit qu'il y avait un rôle d'une femme noire incroyable qui joue le rôle de Célie. Est-ce que quelqu'un l'a vu ici ? Non. Franchement, je l'ai toujours pas vu, il est dans ma liste, mais j'ai beaucoup de mal avec Spielberg. Il faut absolument voir ce film. C'est l'histoire d'une vie tumultueuse, vraiment rude de Célie, qui est une jeune noire dans le sud de l'Amérique des années 1900. Elle essaie de se reconstruire après des années d'abus. Elle est, je ne sais même pas si on peut dire mariée, mais avec Danny Glover, qui est dans le film détestable et donc qui joue super bien. Et c'est une saga de toute une génération de personnes noires qui ont lutté pour leur identité à cette époque. Et tout le fil conducteur du film, c'est est-ce qu'elle va ou pas retrouver sa jeune sœur. Donc c'est d'une puissance, d'une dignité, mais époustouflante. Whoopi Goldberg, c'est son premier rôle. Après, elle en a fait des moins bons. Premier rôle nommé aux Oscars. Et elle gagne un Golden Globes. C'est incroyable dans une carrière. Alors, c'est pas la première... c'est son premier rôle. C'est son premier rôle, ouais, elle a gagné. Mais... Et donc, nommée aux Oscars pour un premier rôle. Et comme je disais, le film a eu 11 nominations et elle remporte un Golden Globes pour sa partition. Et franchement, dans le film, elle est incroyable. Même par aussi sa trajectoire, la manière dont elle évolue, son jeu, ses expressions et tout. Moi, j'ai découvert ce film assez récemment. Et La couleur pourpre, vraiment, n'hésitez pas, si vous avez la possibilité de le regarder, n'hésitez pas. Le film est un peu long, mais franchement, ça vaut le détour. Des fois, j'avais l'impression d'être dans du Terrence Malick. Ça se passe où ? Ça se passe dans le sud, ouais, aux États-Unis. Ça, ouais. Bon, c'est normal qu'il y ait des beaux couchers de soleil. C'est entre autres. Mais même la manière dont il filme, les intérieurs et tout, c'est assez bluffant. La photo de ce film est incroyable. C'est une actrice importante, bien évidemment. Du coup, on ne reconnaît pas souvent, tu vois, à sa juste valeur, je pense. On aura tendance à dire Suzanne Sarandon, super, Sigourney Weaver, super, mais tu vois, elle, alors que elle fait partie du cinéma aussi de toute cette époque, les années 90, nous, on a grandi avec Whoopi, en vrai. C'est la tata fantastique, quelque part. Et en vrai, je trouve qu'elle n'est pas assez reconnue à sa juste valeur, et je trouve ça très beau de parler de ce film qui est sur un sujet qui n'est pas... Bon, c'est dur. C'est très très touchant, le film, très fort. C'est vraiment un film très très impactant, bouleversant. Tu parlais de la filmographie ensuite de Whoopi Goldberg. C'est vrai qu'elle a été aussi sublimée, ne serait-ce que par la voix de Mike Dara, qui interprète la voix française, où là aussi elle a amené le personnage encore dans un autre niveau. Tu regardes dans Ghost, tu regardes dans plein d'autres films. Bref, en tout cas, c'est incroyable. Je vous le recommande encore une fois. Ok, je voulais vous remercier. Merci pour l'énergie, pour votre franc-parler, pour votre dynamisme, pour votre intérêt. C'était vraiment très très intéressant. C'était ultra plaisant. C'était cool. C'était très intéressant d'avoir vos points de vue. On se retrouve très bientôt pour un épisode 7 que je dévoilerai très très bientôt sur Instagram. Et voilà, et n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux, voilà, et notamment sur les plateformes d'écoute. On est partout, iTunes, SoundCloud, comme d'hab, Deezer, vous connaissez, vous les connaissez mieux que moi. Et voilà, je vous dis à très très bientôt. Salut. Ciao tout le monde, prenez soin de vous. Qui que tu sois, on arrête de jouer, tu me fais tomber 6000 balles. Et crois-moi, tu vas me payer, mon copain. Qui que tu sois, on arrête de jouer, tu me fais tomber 6000 balles. Et crois-moi, tu vas me payer, mon copain. Qui que tu sois, on arrête de jouer, tu me fais tomber 6000 balles. Et crois-moi, tu vas me payer, mon copain. Qui que tu sois.